Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait le mythe de Cthulhu d'Howard Phillips Lovecraft. Je vous le montre, il est tout beau, tout propre, tout neuf, je viens de l'acheter. Je suis allé le chercher chez le libraire il y a 2 jours. Et ça a été une longue quête pour récupérer cet ouvrage, puisque ça faisait déjà au moins 3 4 fois que j'allais en magasin et que je ne le trouvais pas. C'est ce qui est quand même incroyable, parce que c'est sûrement le truc le plus cultissime de Lovecraft. Cthulhu, voilà, ce monstre très très connu dans la culture populaire depuis quelques années, en fait depuis que c'est tombé dans le domaine public tout simplement. Et donc voilà, on va enfin pouvoir s'atteler à la lecture de ce mythe légendaire. Nous avions déjà lu Les montagnes hallucinées de Lovecraft, je vous invite à aller voir dans les playlists si cette lecture vous intéresse. Et donc ce soir on va entamer le mythe de Cthulhu qui englobe bien des choses. En fait le mythe de Cthulhu, c'est un nom qui a été donné comme ça par les gens, en fait, hein, je veux dire par le public, par les éditeurs, par les fans, etc. Mais il n'y a pas deux textes qui s'appellent le mythe de Cthulhu à proprement parler. Il y a par contre l'appel de Cthulhu, qui est sûrement le plus connu, le texte fondateur de ce mythe, qui est donc dans ce roman. Et il y a également 5 autres nouvelles, donc ça sera que des nouvelles, ou court roman pour l'appel de Cthulhu, on pourrait dire, que nous allons lire donc ensemble lors de quelques lives. Je ne sais pas encore combien, je pense découper les lives afin de faire une nouvelle par live. Parce que c'est vrai que les nouvelles c'est un peu compliqué à découper en live égaux. Donc je pense qu'on va faire une nouvelle par live, sauf pour deux nouvelles qui sont plutôt courtes où on en fera peut-être deux en un. Nous verrons, nous verrons. J'ai oublié de le dire au début, donc je vous le dis maintenant. D'ores et déjà, si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur YouTube, sachez qu'il s'agit d'une rediffusion d'un live Twitch. Et donc, de ce fait, bah, forcément, je vais discuter avec le chat. Et donc, si vous voulez passer ces moments de parlotte, l'introduction ou les pauses que je vais effectuer dans ma lecture, n'hésitez pas à vous diriger dans la description de la vidéo où vous trouverez des timecodes pour aller de chapitre en chapitre directement. Voili voilou, et sur ce, justement, je viens faire un petit coucou au chat avec notamment Chat qui nous rejoint. Salut Chat, comment tu vas, comment tu vas? Ça fait super plaisir de te revoir parmi nous. Je savais que l'appel de Lovecraft te ferait venir. Je savais que ce serait un auteur qui t'attirerait. Et je pense qu'il attire énormément de gens, hein. On en avait déjà parlé lors des lives sur les montagnes hallucinées, mais c'est vrai que Lovecraft c'est quand même un grand monument et que il a quand même le talent, même si parfois, encore une fois, je me répète hein, par rapport au dernier live sur Lovecraft, parfois je trouve son style un peu lourd, un peu trop appuyé. Malgré tout, il a son style et il a son, son, son truc mystérieux, enfin, ce délire de dire l'invisible, l'indicible. Enfin voilà, ce délire de l'homme tout petit au centre du cosmos, entouré d'événements et de phénomènes qu'il ne peut pas comprendre, qui le dépassent totalement. Donc voilà, je trouve ça assez marrant et assez intéressant à découvrir en live, ensemble. Chassoed qui nous dit j'ai entendu l'appel de Cthulhu. J'avoue, la blague était évidente et je ne l'ai pas relevée. Mais oui, bien trouvé. Du coup, bah, j'espère que vous entendrez l'appel de Cthulhu et qu'il vous plaira. On va commencer, comme d'habitude, par une petite introduction où je vais raconter un peu ma life. Tout simplement, le temps que certaines personnes qui seraient intéressées de regarder ce live puissent rejoindre. Voilà, voilà. Je vais reprendre mon souffle 2 secondes. Et du coup, bah, j'ai pas grand chose à ajouter par rapport au dernier live, hein. Au final, c'était il y a 3 jours. Donc, bon, forcément, en 3 jours, j'ai pas d'un seul coup secouru l'humanité et je ne suis pas devenu président de la République, hein. Mais du coup, qu'est-ce que je peux vous raconter? Bah déjà, je peux vous donner
un nouvel indice pour les fameux live mystères que je vous tease depuis pas mal de mois déjà. Un nouvel indice. L'indice de ce soir sera poupée pourrie. Donc poupée, une poupée, et pourrie comme de la pourriture. Donc voilà. Poupée pourrie sera l'indice de ce soir. Voilà, ça c'est fait. Concernant d'ailleurs ces live mystères, je vous avais dit que j'étais pas sûr du fait qu'ils arriveraient, etc., etc. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus de travail que ce à quoi je m'attendais à la base. Et c'est vrai que c'est hyper compliqué à mettre en place. Ça demande à ce que je m'entraîne quasiment quotidiennement. Donc voilà, c'est assez lourd, c'est assez difficile, mais je peux vous dire que aujourd'hui, par exemple, j'étais dans un bon mood et j'ai réussi à m'y mettre toute la journée et j'ai quasiment fait que ça de ma journée et je me suis beaucoup amusé, je me suis bien éclaté, donc c'est plutôt en bonne voie, c'est plutôt en bonne voie. Il est possible qu'un de ces jours vous voyez débarquer ce nouveau type de live. Encore une fois, vu que c'est très difficile, je préfère ne pas vous donner de date. À la base, je vous avais donné une date et au final, on l'a complètement dépassé. Donc je ne vous donne pas de date pour la nouvelle sortie entre guillemets de ce live. Mais sachez qu'en tout cas, c'est toujours en préparation, ça peut toujours arriver. Qu'est-il arrivé sinon lors de ces 3 jours? Oui, il y a une chose qui est arrivée, c'est que j'ai commencé à créer des nouvelles cartes pour un... Donc je vous en avais parlé. Il y a Mission Secrète qui est un jeu de société dont je vous parle relativement souvent, que je suis en train de créer. Et ces derniers temps, j'ai trouvé 2 nouvelles idées de jeux de société, donc totalement différents. Et notamment, le 3e jeu de société que je suis en train de développer, qui est en bonne voie. Et j'ai créé des cartes pour ce jeu il y a 2 jours, si je dis pas de bêtises. Et ben, ma foi, ça a beaucoup avancé. Et plus le jeu se dessine, se précise, et plus je me dis qu'il peut être très très accessible et très très facile et fun. Donc je suis assez content de ça. Je vais continuer à y bosser à donf et une fois que j'aurai un peu plus d'infos, je reviendrai vers vous pour vous en dire davantage. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire également? C'est compliqué. Oui, je peux vous dire que je continue à publier des poèmes sur Wattpad. Donc si ça vous intéresse d'aller voir, n'hésitez pas à checker les liens qui sont soit sous Twitch, soit sous la vidéo YouTube, dans la description. Je continue à voilà, publier une fois de temps en temps un poème sur Wattpad, sachant que je continue à en écrire une fois de temps en temps. C'est peut-être plus aussi régulier, mais j'en écris peut-être un tous les 4-5 jours maintenant. Donc voilà, ça va continuer à se grossir petit à petit, mais j'en ai quelques-uns d'avance. Donc là, en ce moment, je publie pas mal quand même. Et donc voilà, je sais pas jusqu'à où ça va me mener cette écriture de poèmes. Je sais pas trop ce que je veux en faire. Je sais juste que je voulais les écrire et que je voulais les partager. Je sais pas jusqu'à où je vais aller. Je sais pas ce que sera le projet final de tout ça. En tout cas, voilà, je fais ce recueil de poèmes et peut-être qu'un jour, si vraiment il commençait à y avoir matière, si vraiment il commençait à y avoir beaucoup de poèmes en termes de... autant en termes de nombre qu'en termes de longueur d'ailleurs, qu'en termes de contenu tout simplement, peut-être qu'on ferait éventuellement un live de lecture de ces poèmes. C'est une possibilité. Mais bon, par exemple, dans Baudelaire, dans l'œuvre de Baudelaire, Les Fleurs du Mal que je viens de vous lire, il y avait 100 poèmes. Et je suis très loin des 100, je dois être à... Je sais pas, je dois être à une bonne dizaine, disons. Donc voilà, ça sera pas pour tout de suite, ça sera pas pour tout de suite. Mais peut-être un jour ça arrivera. Nous ne savons pas de quoi le futur est fait. Ah bah c'est gentil, chat, bah ça me ferait plaisir d'avoir ton avis là-dessus. Ça me ferait plaisir, ça me ferait très plaisir. Et nous avons Neris qui nous rejoint. Salut Neris, bienvenue, bienvenue sur ce live. Ça fait longtemps qu'on ne s'est croisés, ça fait plaisir de te voir parmi nous. Et Neris qui lance un gloire au grand Cthulhu. Je sais pas le prononcer parce que... Enfin, en fait, ça m'agace de prononcer Cthulhu parce que, comme je vous l'avais déjà dit lors des précédents lives sur Lovecraft, on est censé ne pas pouvoir le dire. Et du coup, j'ai l'impression de mal le dire. C'est que...
Donc je vous l'avais déjà expliqué en fait dans le délire Lovecraftien. Cthulhu, c'est grosso modo un espèce de, un espèce de dieu alien, enfin voilà, un truc très exotique. Et en fait, le délire, c'est que pour le prononcer, je crois qu'il le dit textuellement dans dans l'une de ses nouvelles, pour prononcer le nom de Cthulhu, en fait, il faudrait qu'on ait euh, 6 cordes vocales, enfin voilà, un truc totalement chelou. Faudrait qu'on ait des organes qu'on n'a pas. Et donc voilà, normalement là on pourrait seulement là prononcer Cthulhu. Je pense que Cthulhu c'est la prononciation la plus connue, la plus répandue. Je pense qu'il y en a qui disent Cthulhu. Ça, je trouve ça très moche pour le coup. Enfin bon, en vrai, chacun son avis. Je sais qu'en anglais, ils disent pas mal Cthulhu. Genre le TH, ils le prononcent Th. Et du coup, c'est Cthulhu. Je vous avais notamment déjà, ah oui, je vous l'avais déjà conseillé, mais je vous le reconseille. Je vous reconseille la chanson Imo Cthulhu de The Dollyrots, qui est vraiment sympa. Vraiment, vraiment sympa. Et du coup, nous accueillons également The Devilman. Bienvenue The Devilman, ça fait longtemps qu'on ne s'est croisés ici, mais dis donc, ça fait plaisir de revoir comme ça tous les anciennes têtes, ça fait très très plaisir. Merci à vous d'être là. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire merci, un énorme merci à vous tous, puisque nous avons atteint, aujourd'hui même, il me semble, oui c'est ça, aujourd'hui même, nous avons atteint les 200 abonnés sur la chaîne YouTube. Ça faisait, comme je vous l'avais dit la dernière fois, ça faisait au moins une semaine que ça faisait 198, 199, 197, 198, voilà, je sais pas, il y avait des désabos non-stop, et là, nous sommes arrivés. Ce matin, je me connecte sur mon YouTube, je vois 200 abonnés, et de le voir écrit, ça m'a fait un choc, j'étais là. Oh, ok, c'est cool. Donc, un énorme merci pour les 200 abonnés, ça fait super, super plaisir. Chasserade, c'est devenu une chanson que j'écoute souvent grâce à toi. Oh, trop stylé! Ça fait plaisir de pouvoir vous faire découvrir des choses comme ça. Je suis de retour pour écouter une belle voix parler ce soir. Ah, c'est gentil, The Devilman, ah là 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 là. Que de flatterie, que de flagornerie. Je vous invite, les amis, à vous installer, à vous asseoir, à prendre de la boisaille, de la mangeaille. Ça se dit pas la boisaille, mais j'aime bien. Sur ce, santé à tous. Et nous allons nous lancer bientôt dans la lecture. Tout d'abord, je vous reconstitue un peu le contexte. Alors, nous avons un ouvrage qui se nomme Le mythe de Cthulhu. Le mythe de Cthulhu, ça a été, grosso modo le nom donné par les fans, les éditeurs, etc., les gens en général, à une mythologie qu'a pu créer Lovecraft à travers de son œuvre entière. À savoir que son œuvre, c'est des dizaines et des dizaines de nouvelles. Et un petit peu de romans aussi. Voilà. Dans ces nouvelles, dans ces romans, il y a certaines mythologies et certaines divinités qui reviennent de ci, de là, et notamment Cthulhu. Du coup, qui est sans doute le plus iconique. Du coup, il a été décidé, entre guillemets, de réunir sous cette édition Le mythe de Cthulhu toutes les nouvelles qui font écho de près ou de loin à Cthulhu. Donc soit carrément qu'il soit... Enfin, je veux pas trop vous en dire en fait, j'ai pas trop envie de vous spoiler. Tout ce que je vais vous dire, c'est que moi-même, j'ai lu énormément de Lovecraft, mais je n'ai jamais lu L'Appel de Cthulhu. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir avec vous. Dans cette édition, il y a 6 nouvelles. On a L'Appel de Cthulhu, Par-delà le mur du sommeil, La tourbière hantée, La peur qui rôde, La couleur tombée du ciel et Celui qui chuchotait dans les ténèbres. Je crois n'avoir lu que La couleur tombée du ciel pour le moment. Et La couleur tombée du ciel, c'est simple. Pour le moment, je dois en avoir lu 5 ou 6, et pour le moment, c'est ma nouvelle préférée de Lovecraft. Donc déjà, ça me laisse présager du bon pour ces lectures. Donc j'espère que ça vous plaira également. Et ce soir, on va donc commencer par le plus culte, l'élément fondateur
à savoir l'appel de Cthulhu. Et comme je l'ai marqué dans le titre, vous pouvez le voir, l'appel de Cthulhu se sépare en différents chapitres. Il y a l'horreur d'argile, et je vous dirai le reste plus tard. Et donc, il y a 3 chapitres, donc ce que je pensais faire, tout simplement, c'était faire 3 phases de lecture ce soir. Je lis, je fais une pause, chapitre 2, pause, chapitre 3, outro. Voilà comment va se définir le live de ce soir. Et je pensais, comme je le disais en début de live, faire un live par nouvelle. À l'exception près de la nouvelle 2 et 3 qui sont très courtes et qu'on fera peut-être en un live regroupé. Ce qui devrait nous faire du coup 5 lives du coup. Si on suit la logique. Si je suis pas trop bête, si je suis pas trop nul en maths, ça va nous faire 5 lives sur Cthulhu. Alors ça sera un peu long parce que vous voyez le livre n'est pas très gros. Donc ça fait beaucoup de lives pour peu de contenu au final. Mais du coup ça sera des lives un peu plus courts. Je pense que d'habitude, peut-être 1h30, 2h plutôt que 2h, 2h30. À savoir que justement je fais comme ça parce que j'ai eu énormément de mal à trouver comment découper. Quand c'est des nouvelles, c'est vraiment pas facile à découper parce que si je lis une nouvelle sur 2 lives, je trouve que ça fait très bizarre. Je trouve que ça casse vraiment la narration, le flux de l'histoire. Donc je trouve ça vraiment pas terrible. Et si je lis une nouvelle de 10 pages, et bah ça fait un live de 10 minutes, donc c'est vraiment triste. Enfin voilà, donc du coup c'est le découpage le plus équilibré que j'ai pu trouver. Donc voilà, j'espère que ça ne vous dérangera pas, mais je pense qu'on va partir là-dessus. À savoir que là, pour une semaine, je vais être indisponible. Donc le second live sur Lovecraft sera environ dans une semaine, je pense. Voilà, voilou. The Devilman, je vois que tu rentres la commande Discord. Le Discord n'est pas disponible de cette manière parce que je ne fais pas de commande. Par contre, alors laisse-moi vérifier. Par contre, voilà, sous le live, tu peux directement trouver un nuage où il est écrit Discord et normalement si tu cliques dessus, et ben ça te donne directement une invitation pour le Discord. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre sur le Discord les amis, n'hésitez pas. J'y mets toutes les news, toutes les sorties de live, toutes les publications que je peux faire, voilà. Je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je pense m'être un peu même perdu en palabres, hein, comme à mon habitude. C'est vrai que j'aime bien parler, vous l'aurez remarqué. Et donc on va se lancer dans la lecture sans plus attendre. Je vous avoue que je suis tout excité à l'idée de découvrir l'appel de Cthulhu. Dans ma tête c'est tellement un truc grandiose, un truc légendaire, que j'ai trop envie de le découvrir. On va s'y mettre tout de suite. Ah mince, sur tel ça marche pas The Devilman. Ok, je pensais que sur tel on avait quand même moyen de voir la description. Ok, bah désolé The Devilman. Au pire, ce qu'on fera, c'est que je te filerai l'adresse du Discord en privé si vraiment t'en as envie. Y a pas de souci, je te le donnerai. Allez, on va se lancer dans la lecture, les amis. Et du coup, comme je vous l'avais annoncé, nous allons partir pour le chapitre 1. Et nous nous retrouverons donc pour la prochaine pause. Pendant la lecture, je ne vous réponds pas dans le chat afin de ne pas interrompre le flow. Et une fois qu'on aura terminé le chapitre 1, on se fera une petite pause où je viendrai dialoguer avec vous. À savoir que le chapitre 1 fait 10 pages grosso modo. Par contre, elles sont bien pleines et écrites en petit. Donc je pense que dans 20 minutes, je reviens vers vous, quoi. Chasseade qui nous dit « Je suis trop contente que tu le lises. Ah, ça me fait plaisir que ça te fasse plaisir. » Et je t'avoue que là, je suis en mode... Je pense que j'ai rarement été aussi excité à l'idée de découvrir une œuvre avec vous, là. Parce que déjà, personnellement, j'ai très envie de la lire depuis très longtemps et j'arrivais pas à la trouver. Donc là... Bref. Allez, on se lance les amis. Je vous souhaite à tous une bonne écoute Chasseade, bonne écoute Negris, bonne écoute The Devilman, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure. L'appel de Cthulhu. Trouvé dans les papiers du défunt Francis Wayland Thurston de Boston.
On peut concevoir la survivance de forces ou d'êtres semblables, la survivance d'une époque infiniment lointaine où la conscience se manifestait sous des formes qui se sont depuis longtemps retirées de la surface du globe devant le flot montant du genre humain. Formes dont seule la poésie et la légende ont conservé un souvenir fugace pour en faire des dieux, des monstres et des créatures mythiques de toute espèce. Algernon Blackwood. 1. L'horreur d'argile. Ce qui est, à mon sens, pure miséricorde dans ce monde, c'est l'incapacité de l'esprit humain à mettre en corrélation tout ce qu'il renferme. Nous vivons sur une île de placide ignorance, au sein des noirs océans de l'infini, et nous n'avons pas été destinés à de longs voyages. Les sciences, dont chacune tend dans une direction particulière, ne nous ont pas fait trop de mal jusqu'à présent. Mais un jour viendra où la synthèse de ces connaissances dissociées nous ouvrira des perspectives terrifiantes sur la réalité et la place effroyable que nous y occupons. Alors, cette révélation nous rendra fous. À moins que nous ne fuyions cette clarté funeste pour nous réfugier dans la paix et la sécurité d'un nouvel âge de ténèbres. Certains théosophes ont deviné la majestueuse ampleur du cycle cosmique dont notre globe et notre race ne sont que de fugitifs incidents. Ils ont mentionné d'étranges survivances en des termes qui glaceraient le sang s'ils n'étaient masqués par un optimisme béat. Mais ce n'est pas à eux que je dois cette vision rapide des éons interdits qui me fait frissonner lorsque j'y pense et ébranle ma raison lorsque j'en rêve. Comme tous les aperçus d'une redoutable vérité, elle résulte du rapprochement d'éléments séparés, en l'occurrence un ancien article de journal et les notes d'un savant disparu. J'espère que personne ne parachèvera cette synthèse. En ce qui me concerne, s'il m'est donné de continuer à vivre, je n'ajouterai jamais volontairement un seul anneau à la hideuse chaîne. Je crois d'ailleurs que le savant lui aussi avait l'intention de garder le silence sur ce qu'il connaissait, et qu'il eût détruit ses documents s'il n'avait pas succombé à une mort subite. Mon rôle dans cette affaire commence au cours de l'hiver 1926-1927, avec le décès de mon grand-oncle George Gamel Engel, professeur honoraire de langue sémitique à l'université Brown, Providence, Rhode Island. Le professeur Engel faisait autorité en matière d'inscriptions anciennes, et les conservateurs des plus grands musées avaient eu fréquemment recours à lui. C'est pourquoi plusieurs personnes doivent se rappeler sa mort, survenue à l'âge de 92 ans. Elle suscita un vif intérêt local, car on ne put en déterminer la cause. Au dire des témoins, le vieillard qui venait de débarquer du bateau de Newport s'était brusquement affaissé après avoir été bousculé par un matelot nègre. Ce dernier sortait de l'une des curieuses et sombres impasses situées sur le flanc de coteaux abrupts qui constituent un raccourci pour aller du port à William Street où résidait le défunt. Les médecins, incapables de découvrir le moindre désordre organique, conclurent, après une discussion assez embarrassante, que le décès était dû à une liaison indiscernable du cœur déterminée par l'ascension rapide d'une pente trop raide pour un nonagénaire. À cette époque, je ne vis aucune raison de ne pas accepter ce diagnostic. Aujourd'hui, je fais plus que le mettre en doute. En tant qu'héritier et exécuteur testamentaire de mon grand-oncle, veuf sans enfant, j'entrepris d'examiner à fond tous ses papiers. Dans cette intention, je transportai chez moi à Boston tous ses dossiers et ses boîtes de rangement. La majeure partie des documents sera publiée plus tard par la Société américaine d'archéologie, mais l'une des boîtes me parut extrêmement bizarre, et je me sentis fort peu enclin à la montrer à d'autres yeux que les miens. Tout d'abord, je ne pus l'ouvrir, car la clé n'était pas dans la serrure. Puis je la découvris à l'anneau que le professeur portait toujours dans sa poche. Néanmoins, le couvercle, une fois soulevé, je me trouvai devant un obstacle beaucoup plus grand. En effet, que pouvait bien signifier cet étrange bas-relief, ces notes décousues et ces vieilles coupures de journaux? Mon oncle, au cours de ces dernières années, aurait-il ajouté foi aux impostures les plus flagrantes? Je résolus sur le champ de rechercher l'excentrique sculpteur qui avait déterminé cette perturbation apparente dans l'esprit du savant. Le bas-relief, grossier rectangle de 40 cm² et de 2 cm d'épaisseur, était nettement moderne. Néanmoins, ces dessins n'avaient rien de moderne dans l'atmosphère ni dans les idées qu'ils suggéraient. En effet, si nombreuses, si extravagantes que soient les fantaisies du cubisme et du futurisme, elles reproduisent très rarement la régularité de l'écriture préhistorique. Or, la majeure partie de ces dessins constituait certainement une écriture mystérieuse. Malgré ma connaissance des papiers et des collections de mon oncle, ma mémoire ne put l'identifier ni me permettre de la rattacher à aucun dialecte. Au-dessus de ces hiéroglyphes se dressait une figure d'une facture si impressionniste que l'on ne pouvait comprendre clairement ce qu'elle représentait. C'était une espèce de monstre ou de symbole de monstre que seule une imagination morbide avait pu concevoir.
Je ne trahirais certainement pas l'inspiration du sculpteur en disant que son œuvre évoquait tout à la fois une pieuvre, un dragon et une caricature humaine. Une tête pulpeuse entourée de tentacules surmontait un corps écailleux et grotesque, muni d'ailes rudimentaires. Mais c'était le contour général de cette effigie qui la rendait particulièrement effroyable. Derrière la figure, l'artiste avait ébauché un fond d'architecture cyclopéenne. Les notes accompagnant ce curieux objet étaient de la main du professeur Engel et ne prétendaient point à un style littéraire. L'écriture était d'une date récente. Le document principal portait le titre suivant, Le culte de Cthulhu, soigneusement tracé en caractères d'imprimerie pour éviter toute erreur dans la lecture d'un mot aussi peu connu. Ce manuscrit comprenait 2 parties. La première avait comme en tête 1925, Rêve et ouvrage onirique de H. A. Wilco, 7 Thomas Street, Providence. Et la deuxième, Récit de l'inspecteur John R. Legrasse, 121 Bienville Street, la Nouvelle-Orléans, congrès de la CAA 1908, notes jointes et compte-rendu du professeur Webb. Les autres documents étaient des notes hâtives sur divers sujets, relations des rêves étranges de différentes personnes, citations de livres et de revues de théosophie, entre autres Atlantis et la Lémuria perdue de W. Scott Elliott, commentaires sur la survivance de sociétés et de cultes secrets avec référence à certains passages de traités de mythologie et d'anthropologie tels que le Rameau d'or de Fraser et le culte des sorcières en Europe occidentale de Miss Murray. Les coupures de journaux traitaient surtout de cas individuels d'aliénation mentale et de crises de démence collective au printemps de 1925. La première partie du manuscrit principal racontait une histoire très étrange. Il semble que, le 1er mars 1925, un jeune homme mince et brun, en proie à une violente agitation, ait rendu visite au professeur Engel pour lui présenter le singulier bas-relief d'argile, alors encore frais et humide. Sa carte portait le nom de Henry Anthony Wilcox. Mon oncle avait reconnu en lui le fils cadet d'une très bonne famille, qui étudiait depuis quelque temps la sculpture à l'école des beaux-arts de Rhode Island et vivait seul à l'hôtel Fleur de Lys, tout près de cette institution. Wilcox, doué d'un génie précoce mais fort excentrique, avait dès son enfance attiré l'attention sur lui en raison des histoires et des rêves étranges qu'il se plaisait à raconter. Lui-même se qualifiait d'hypersensitif psychique. Les esprits rassis de la vieille cité commerciale le traitaient beaucoup plus simplement de drôle de corps. Peu à peu, il s'était retiré du milieu bourgeois de ses parents et avait fini par ne plus être connu que d'un petit groupe d'esthètes. L'association artistique de Providence, désireuse de garder son conservatisme intact, lui avait fermé ses portes. Au cours de cette visite, disait le manuscrit du professeur, le sculpteur avait de but en blanc demandé à son hôte de l'aider de ses lumières pour identifier les hiéroglyphes du bas-relief. Il s'exprimait d'un ton pompeux qui suggérait beaucoup d'affectation et aliénait toute sympathie. En conséquence, mon oncle lui répondit sèchement que la fraîcheur de cette tablette d'argile semblait exclure qu'elle eût aucun rapport avec l'archéologie. La réponse du jeune Wilcox impressionna le vieux savant à un tel point qu'il se la rappela et la transcrivit mot pour mot. Elle est empreinte de cette emphase poétique qui caractérisait sa conversation et toute sa personne, comme je le constatai par la suite. « En vérité, dit-il, ce bas-relief est neuf, car je l'ai fait moi-même la nuit dernière dans 12 cités différentes. Et les rêves sont beaucoup plus anciens que Tyr la méditative, le Sphinx contemplatif ou Babylone aux 1000 jardins. » Après quoi, il entama le récit décousu qui éveilla un souvenir endormi dans la mémoire de mon oncle et suscita en lui un fébrile intérêt. La nuit précédente, il y avait eu un léger tremblement de terre, le plus important en Nouvelle-Angleterre depuis des années, qui avait fortement affecté l'imagination de Wilcox. Au cours de son sommeil, il avait vu en rêve, pour la première fois de sa vie, des cités cyclopéennes faites de blocs et de monolithes gigantesques enduits d'un limon verdâtre, d'où s'exhalait une secrète horreur. Les murs et les colonnes étaient couverts d'hiéroglyphes, et le jeune homme avait entendu retentir sous terre une voix qui n'était pas une voix, mais plutôt une sensation confuse, que seule l'imagination pouvait transformer en son, qu'il essaya de prendre par cet assemblage de lettres, et quasi imprononçable, Cthulhu Ftang. Ce fouillis verbal fut la clé du souvenir qui troubla profondément le professeur Engel. Il interrogea le sculpteur avec une minutie toute scientifique, et étudia intensément le bas-relief auquel le jeune homme stupéfait s'était trouvé en train de travailler à son réveil, en chemise de nuit, et frissonnant de froid. Wilcox me déclara par la suite que mon oncle avait mis sur le compte de la vieillesse sa lenteur à identifier la figure d'argile et les hiéroglyphes. Plusieurs de ces questions parurent fort déplacées à son visiteur, en particulier celle qui essayait de rattacher ce dernier à des cultes secrets.
Wilcox ne put comprendre pourquoi son interlocuteur lui promit à maintes reprises de garder le silence s'il voulait bien admettre qu'il appartenait à une secte religieuse païenne aux nombreuses ramifications. Lorsque le professeur Hungel eut enfin acquis la conviction que le sculpteur ignorait tout des sciences occultes, il le pria instamment de venir lui raconter les rêves qu'il pourrait faire. En conséquence, après cette première entrevue, le manuscrit mentionne les visites quotidiennes du jeune homme qui relatait de saisissantes visions nocturnes, dont le leitmotiv était quelques terribles perspectives cyclopéennes de pierres sombres et ruisselantes, accompagnées d'une voix ou d'une intelligence souterraine qui hurlait uniformément des messages énigmatiques en un jargon indescriptible. Les deux sons les plus fréquemment répétés peuvent se rendre par les groupes de lettres suivants, Cthulhu et R'lyeh. Le 23 mars, Wilcox ne se présenta pas au domicile du professeur Hungel, qui téléphona à l'hôtel pour demander de ses nouvelles. On lui apprit que le jeune homme, atteint d'un subit accès de fièvre, avait été transporté chez ses parents dans Waterman Street. Au cours de la nuit, il avait réveillé par ses cris plusieurs autres artistes du fleur de lys. Depuis lors, il n'avait connu que des alternatives de délire et d'inconscience. Mon oncle téléphona immédiatement à sa famille et, à dater de ce jour, suivit de près l'évolution de la maladie grâce à de fréquentes visites au médecin traitant, le docteur Toby, de Thayer Street. Sous l'effet de la fièvre, l'esprit du patient semblait s'attacher à d'étranges images. Le praticien frissonnait parfois quand il en parlait. En dehors de son rêve habituel qui se répétait régulièrement, Wilcox voyait une créature gigantesque, haute de plusieurs kilomètres, qui marchait ou se déplaçait pesamment. Il ne la décrivait jamais en détail, mais, d'après les quelques mots incohérents rapportés par le docteur Toby, mon oncle fut convaincu que c'était le monstre anonyme qu'il avait essayé de représenter dans son bas-relief onirique. Chaque fois que le jeune homme parlait de cette entité, il sombrait peu après dans un sommeil léthargique. Chose étrange, sa température n'était guère au-dessus de la normale. Pourtant, son état général suggérait un violent accès de fièvre plutôt qu'un trouble mental. Le 2 avril, vers 3 heures de l'après-midi, toute trace de maladie disparut soudain. Wilcox se dressa sur son séant, stupéfait de se trouver chez ses parents, et ne gardant pas le moindre souvenir de ce qui s'était passé dans ses rêves ou dans la réalité depuis la nuit du 22 mars. Son médecin l'ayant déclaré en parfaite santé, il regagna son appartement 3 jours plus tard. Néanmoins, il ne fut plus d'aucune utilité au professeur Hungel, car nulle image fantastique ne hantait plus son sommeil. Après une semaine de récits de rêves extrêmement banals, mon oncle cessa de consigner par écrit ses visions nocturnes. La première partie du manuscrit s'arrêtait là, mais je trouvais ample matière à réflexion dans certaines des notes éparses. Seul le scepticisme invétéré qui formait alors toute ma philosophie peut expliquer ma méfiance persistante à l'égard du sculpteur. Ces notes décrivaient les rêves de diverses personnes au cours de la période où le jeune Wilcox avait eu ses étranges cauchemars. À ce qu'il semble, mon oncle avait organisé rapidement un vaste réseau d'enquête auprès de tous les amis qu'il pouvait interroger sans être taxé d'impertinence, leur demandant de lui raconter leurs rêves en spécifiant les dates auxquelles ils s'étaient produits. Cette requête avait été diversement accueillie, mais selon toute vraisemblance, le nombre des réponses reçues aurait justifié l'emploi d'une secrétaire. Il n'avait pas conservé les lettres de ses correspondants, toutefois ces notes constituaient un résumé complet très significatif. Les mondains et les gens d'affaires, qui passaient en Nouvelle-Angleterre pour le sel de la terre, avaient donné un résultat presque entièrement négatif, bien que certains cas d'impression nocturne déplaisantes mais imprécises fussent signalés ici et là, toujours entre le 23 mars et le 2 avril, pendant la durée de la maladie du sculpteur. Les hommes de science n'avaient guère été touchés eux non plus. Néanmoins, 4 descriptions vagues suggéraient des aperçus d'étranges paysages, et il y avait un exemple de crainte d'une chose anormale. Les réponses pertinentes émanaient d'artistes et de poètes qui auraient été en proie à une effroyable panique s'ils avaient pu les comparer entre elles. En l'occurrence, faute de posséder les lettres originales, je soupçonnais presque le compilateur d'avoir posé des questions insidieuses ou d'avoir déformé le texte de cette correspondance pour corroborer ce qu'il avait résolu de voir. C'est pourquoi je persistais à juger que Wilcox, ayant eu connaissance des anciens documents possédés par mon oncle, en avait fait accroire au vieux professeur. Les réponses de ces esthètes révélaient un fait extrêmement troublant. Du 28 février au 2 avril, la plupart d'entre eux avaient fait des rêves bizarres, atteignant leur maximum d'intensité pendant le délire du jeune sculpteur. Beaucoup décrivaient des paysages et des sons semblables à ceux que Wilcox avait décrits. Quelques-uns avouaient leur terreur d'une créature gigantesque et innommable. Un cas particulier, détaillé avec insistance, était tragique. Le sujet
architecte bien connu, féru de théosophie et d'occultisme, était devenu fou furieux le jour même où l'on avait transporté le sculpteur chez ses parents, et était mort quelques mois plus tard, après avoir demandé à grands cris qu'on le sauvât d'un démon échappé de l'enfer. Si mon oncle avait mentionné les noms de ses correspondants au lieu de les désigner par des numéros, j'aurais essayé de me livrer à une enquête personnelle pour vérifier les faits. En l'occurrence, je ne pus en retrouver que quelques-uns, mais tous, sans exception, confirmèrent pleinement les notes. Je me suis souvent demandé si ceux qui subirent les questions du vieux savant furent aussi intrigués que ceux que j'interrogeais moi-même. Ils ne sauront jamais la vérité, et cela vaut mieux pour eux. Les coupures de journaux, comme je l'ai déjà dit, avaient trait à des cas de panique ou de démence, toujours pendant la même période. Professeur Engel avait dû recourir à une agence, car le nombre de ces extraits provenant de tous les points du globe était vraiment prodigieux. L'un rapportait un suicide nocturne à Londres, où un dormeur solitaire s'était jeté par la fenêtre après avoir poussé un cri terrifiant. Dans une lettre incohérente adressée au rédacteur en chef d'un journal de l'Amérique du Sud, un fou prophétisait un avenir sinistre à la suite des visions qu'il avait eues. Une dépêche de Californie relatait qu'une colonie de théosophes avait revêtu des robes blanches en vue d'un glorieux événement proche, tandis que des articles venus de l'Inde, datés des derniers jours de mars, parlaient à mots couverts d'une sérieuse agitation parmi les indigènes. Les orgies vaudou s'étaient multipliées dans l'île d'Haïti, et les avant-postes africains rapportaient des murmures alarmants. À la même époque, les autorités américaines des Philippines avaient eu des difficultés avec certaines tribus. Dans la nuit du 22 au 23 mars, des Levantins furieux avaient molesté plusieurs agents de police à New York. L'ouest de l'Irlande était plein de folles rumeurs, et un peintre fantastique nommé Ardois Bonneau avait exposé à Paris au salon de printemps 1926 une toile impie intitulée Paysages de rêve. Quant au désordre dans les asiles d'aliénés, ils étaient si nombreux que seul un miracle avait pu empêcher le corps médical de remarquer d'étranges parallélismes et d'en tirer des conclusions effarantes. Ces coupures formaient un ensemble des plus étranges. Je ne conçois guère aujourd'hui quel rationalisme endurci me la fit négliger. Mais j'étais alors convaincu que le jeune Wilcox avait eu connaissance des faits plus anciens mentionnés par le professeur. Et c'est la fin du chapitre 1, les amis. Nous allons donc marquer une courte pause. Oups, pardon pour le bruit. Et du coup, Agi qui nous a rejoint. Bienvenue Agi, je ne sais pas si tu es encore là. Alors, en tout cas, merci d'être passé, ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Et du coup, Chat qui a commencé le compteur du mot cyclopéen. C'est vrai que c'est ce que j'avais dit lors des lives sur les montagnes hallucinées de Lovecraft. Je crois que l'adjectif cyclopéen, c'est l'adjectif qu'utilise le plus Lovecraft pour décrire les architectures étranges ou tout simplement la taille des monstres et des peurs. Enfin voilà, c'est vrai que c'est le mot qu'il utilise tout le temps, quoi. Ah bah du coup, Agi qui est toujours là, ça fait plaisir de t'avoir parmi nous, Agi, merci d'être là. J'ai entendu plutôt pendant le live qu'apparemment il y avait eu une alerte qui s'était déclenchée. Alors attendez. Je vais essayer de l'actualiser. J'essaie d'actualiser ma page afin de pouvoir savoir quelle alerte a été lancée, n'est-ce pas? Ou bien j'ai peut-être rêvé, hein, peut-être que je suis en train de faire comme... Peut-être que je suis en train de faire comme dans le récit que nous sommes en train de lire, je commence à entendre des voix. Là, il me semblait avoir entendu le... C'est bizarre. Il se passe quelque chose. Vous voyez, on se met dans l'ambiance Cthulhu, et ça y est, je commence à entendre des sons. J'avais l'impression qu'il y avait eu une alerte, donc soit une alerte follow, soit une alerte abonnement, soit une alerte host, soit une alerte don. J'avais entendu le son, et du coup, je croyais qu'il y avait eu une alerte. Genre, vous savez, le son que je mets, c'est genre un petit... je sais pas le faire, mais voilà. Et il me semblait avoir entendu ça dans le fond, et du coup j'étais en mode, bon bah je continue la lecture et j'irai voir ça pendant la pause. Mais là sur mon dashboard, en fait, pour ceux qui connaissent pas le fonctionnement de Twitch, j'ai un autre site ouvert à côté où je peux voir tous les follow, à quelle heure ça a été fait, etc. Enfin bref. Et donc, en regardant cette liste, je vois qu'aucune alerte ne s'est déclenchée.
C'est bien étrange. Il commence à se passer des choses. En plus, les événements décrits dans le texte sont arrivés courant février-mars et avril. Est-ce qu'on n'est pas en train de réveiller Cthulhu avec cette lecture? J'aime bien chat. Ah, ce son-là, genre c'est évident quoi. Ah oui, ce son-là. Bon, si tu l'as reconnu, c'est que je l'ai bien fait quand même. Donc, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en dites, les amis. Au final, on n'a pas mis tant de temps à lire ce premier chapitre. Je suis plutôt content. Je vais peut-être ralentir ma vitesse de lecture d'ailleurs, parce que il y a certaines phrases où j'étais un peu à bout de souffle, parce que bon, ça c'est toujours le point noir que je trouve à Lovecraft. C'est qu'il y a certaines phrases qui sont un peu alambiquées, qui sont un peu voilà, pas très accessibles, un peu construites de manière étrange. Mais bon. Donc je vais peut-être prendre un peu plus le temps pour lire. Comme ça, je devrais moins me fail et moins tomber à court d'air. Sur ce, je suis en train de regarder. Le second chapitre n'est pas censé durer trop longtemps non plus. Voilà, c'est ça. Donc on est parti pour 13 pages, donc un peu plus, un tout petit peu plus. Et du coup, je vais m'empresser de changer le titre du live. Réveillons-le, nous dit Chat. Et je sais pas si je veux réveiller que Toulouse, parce que quand même, je crois que ça foutrait un peu le bordel. Du coup, hop. Nous allons passer au chapitre 2, donc comme je le disais, qui se... qui se nomme le récit de l'inspecteur Legras. Je l'ai prononcé à l'anglaise tout à l'heure parce que c'est juste après des noms anglais, mais je pense bien que c'est un français quand même avec un nom comme ça. Enfin, on verra bien, hein, peut-être que ça nous sera explicité. En tout cas, je ne sais pas si c'est ce à quoi vous vous attendiez, les amis, mais moi, je suis trop dedans. Genre, je suis grave content parce que pour le moment, tout ce que j'aime, tout ce que j'aime tout simplement dans le délire Lovecraftien, pour le moment, se trouve rien que dans le premier chapitre qu'on vient de lire. Donc, du coup, je suis tout enthousiaste parce que là, je me dis, ça va peut-être être ma nouvelle préférée de Lovecraft. Donc j'ai assez hâte de découvrir la suite. Agi qui nous dit: je compte sur toi pour le réveiller. Je m'en vais, je vous laisse. Je me garde la lecture pour le travail sur YouTube. Ok Agi, ça fait super plaisir. Bah merci d'être passé et d'avoir fait un petit coucou. C'est toujours très agréable de recevoir vos petites visites comme ça. Et du coup, bah à plus Agi et puis maintenant que tu es au travail, bonne écoute à toi. C'est ça. Je peux faire des paradoxes temporels. Hein. Je me le permets, étant donné que la vidéo est en live sur Twitch, en rediffusion sur YouTube, je peux me permettre des paradoxes temporels. Du coup, bah, je pense qu'on va continuer sans plus attendre. Parce que ça me fait trop kiffer là, je suis dans un état de transe quasiment, hein, je peux le dire. Merci Agi, merci, bonne soirée à toi. Et du coup, nous allons poursuivre, sans plus attendre. Et en ce jour neigeux, n'est-ce pas? Ce matin, je me suis réveillé. J'ai jamais été réveillé par autant de lumière. C'est assez fascinant, le fait que la neige produise autant de lumière, surtout qu'on n'a pas eu beaucoup de soleil depuis le début de l'année. Et genre, je me suis réveillé, il y avait masse lumière. Du coup, je me suis dit, what the fuck? Et du coup, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu de la neige partout. J'ai dit, ah, d'accord. Donc du coup, je suis en train de me les peler très sévère par contre. Mais bon, ça pareil, ça nous met dans l'ambiance Cthulhu. Parce que du coup, je suis en train de cailler.
Sauf que vu que je suis en train de m'exciter pour animer le live et lire avec la bonne intonation, et ben du coup, je suis dans un entre-deux où j'ai très froid et à la fois très chaud parce que j'ai l'adrénaline. Donc du coup, là, je suis dans le mood parfait, je pense, pour des lectures Lovecraftiennes. Et nous sommes repartis tout de suite. Pour la suite de la lecture, je vous reprends dans 13 pages, tout simplement. Et donc, je viendrai vous répondre dans le chat après ces 13 pages. Chassaed qui nous dit: Tu pensais que la lumière venait d'un vaisseau spatial. Exactement, exactement. C'est vrai que, en général, quand je vois de la lumière intense, je ne peux m'empêcher de croire qu'il y a soit un ange, soit un vaisseau spatial, soit une entité ectoplasmique, tout ce genre de choses. C'est tellement rare qu'il neige et c'est tellement fréquent qu'il y ait ce genre d'apparition incroyable que c'est le premier réflexe que j'ai. Ou peut-être suis-je un peu trop rêveur. Bon, c'est vrai que ça, c'est... Enfin bon, je vais me repaumer dans des longs dialogues si je commence à partir là-dedans, mais c'est vrai que moi, je tends à beaucoup croire à ce genre de choses. Et quand j'y crois pas, j'ai envie d'y croire. Et c'est vrai que ça m'est arrivé souvent de souhaiter vivre une expérience, on va dire, extraordinaire, enfin voilà, on va dire surnaturelle, entre guillemets. Ça m'est arrivé très souvent de le souhaiter, sauf que justement, vu que j'y crois énormément, en même temps, je le souhaite pas trop parce que ça me fascine, mais ça me fait peur. Parce que le sens de la fascination à la base, c'est c'est de focaliser et de plus savoir réagir, quoi, d'être, ouais, voilà, d'être entre guillemets pétrifié, quoi. Et du coup, moi, c'est vrai que j'ai ce double élan parce que j'apprécie le surnaturel, l'extraordinaire et tout. Donc, ça m'est arrivé souvent de souhaiter être témoin de phénomènes surnaturels ou extraordinaires. Et en même temps, de me raviser en me disant ah non, j'ai trop peur. Enfin, bref. Nous allons poursuivre, les amis. Nous allons poursuivre tout de suite avec le chapitre 2. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute Chassoad, bonne écoute à J, bonne écoute The Devilman, bonne écoute Neiris, si vous êtes encore là, je ne sais pas. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure. 2. Le récit de l'inspecteur Legrasse. Les événements antérieurs qui avaient amené mon oncle à prêter une si grande importance aux rêves et aux bas-reliefs du sculpteur formaient le sujet de la deuxième partie de son long manuscrit. Une fois déjà, à ce qu'il semble, il avait vu les contours hideux du monstre sans nom, médité sur les hiéroglyphes inconnus, et entendu l'assemblage de lettres que l'on pouvait rendre par le mot Cthulhu. Tout cela dans des circonstances tellement bouleversantes que l'on ne saurait s'étonner qu'il eût accablé le jeune Wilcox de ces questions. Cette première expérience avait eu lieu 17 ans plus tôt, en 1908, au congrès annuel de la Société américaine d'archéologie à Saint-Louis. Le professeur Engel, en raison de sa compétence et de ses travaux, avait joué un rôle éminent dans toutes les délibérations. Il fut un des premiers sollicités par les profanes qui profitèrent de cette réunion pour proposer aux savants un certain nombre de problèmes à résoudre. L'un de ces questionneurs ne tarda pas à devenir le centre de l'intérêt du congrès tout entier. C'était un homme d'âge mûr, à l'aspect banal, qui avait fait le voyage de la Nouvelle-Orléans à Saint-Louis à seule fin d'obtenir des renseignements que nul n'avait pu lui fournir dans son pays. Il se nommait John Raymond Legrasse, et exerçait les fonctions d'inspecteur de police. Il était porteur de l'objet de sa visite, une statuette de pierre grotesque et répugnante, probablement très ancienne, dont il ne parvenait pas à déterminer l'origine. L'inspecteur Legrasse ne s'intéressait nullement à l'archéologie. Son désir de s'instruire était déterminé par des considérations purement professionnelles. Cette statuette, idole, fétiche, quelle que fût sa nature, avait été trouvée quelques mois auparavant dans les marécages boisés du sud de la Nouvelle-Orléans, au cours d'une expédition contre une prétendue secte vaudou. Elle faisait l'objet de rites si bizarres et si hideux que les policiers s'étaient rendus compte qu'ils avaient découvert par hasard un culte secret entièrement inconnu et infiniment plus diabolique que les plus ténébreuses sectes du vaudou africain. Ils n'avaient pu rien apprendre sur ses origines, en dehors des récits incroyables arrachés par la menace à certains de leurs prisonniers.
D'où le vif intérêt de la police pour un savoir d'archéologue qui l'aiderait à l'identifier cette effroyable idole et retrouver ainsi le culte dont elle était la source. L'inspecteur Legrasse ne s'attendait guère à la sensation qu'il créa. La vue de la statuette suscita une grande agitation parmi les savants, qui s'attroupèrent aussitôt autour de leur visiteur pour regarder la figure dont l'étrangeté et l'ancienneté incroyable ouvraient des perspectives mystérieuses sur l'abîme du temps. Cette pierre terne et verdâtre, qui n'appartenait à aucune école de sculpture, semblait dater de plusieurs milliers d'années. L'idole, que les savants se passèrent de main en main pour l'examiner minutieusement, mesurait de 17 à 20 centimètres de haut et était d'une facture exquise. Elle représentait un monstre vaguement anthropoïde dans ses contours, mais avec une tête de pieuvre dont la face n'était qu'une masse de tentacules, un corps scameux d'aspect caoutchouteux, des griffes formidables aux 4 membres, et 2 longues ailes minces sur le dos. Cette créature assez corpulente, empreinte semblait-il d'une horrible malignité, se trouvait accroupie sur un piédestal rectangulaire couvert de caractères indéchiffrables. Le bout des ailes touchait l'arête postérieure du bloc, tandis que les longues griffes courbes des pattes pliées agrippaient l'arête antérieure et descendaient jusqu'au quart de la hauteur du piédestal. La tête de céphalopode était baissée, de sorte que les tentacules faciaux effleuraient le dessus des énormes pattes de devant qui étreignaient les genoux relevés. L'ensemble donnait une impression de vie anormale, d'autant plus terrifiante que la statuette était d'une origine absolument inconnue. On ne pouvait douter qu'elle remontât à la plus haute antiquité. Cependant, elle n'offrait pas la moindre caractéristique permettant de la rattacher à un type d'art quelconque appartenant au début de la civilisation humaine ou à toute autre époque. La matière dont elle était faite constituait un mystère à elle seule. Cette pierre savonneuse, d'un noir verdâtre strié, moucheté d'or ou d'iridescence, ne ressemblait à rien de connu dans le domaine de la géologie ou de la minéralogie. Les caractères gravés sur le piédestal étaient également déconcertants. Les membres du Congrès, qui constituaient pourtant la moitié des autorités mondiales en matière linguistique, ne purent les apparenter à aucun idiome, même les plus anciens. Tout comme le sujet de l'œuvre et la nature de la pierre, ils appartenaient à un univers affreusement éloigné, totalement différent du nôtre, à d'antiques cycles de vies impies, où nos conceptions ne tenaient aucune place. Néanmoins, tandis que presque tous les archéologues s'avouaient incapables de résoudre le problème, l'un d'eux sembla discerner quelque chose d'étrangement familier dans la forme monstrueuse et les hiéroglyphes, puis finit par déclarer non sans réticence le peu qu'il savait. Cet homme était feu William Channing Webb, professeur d'anthropologie à l'université de Princeton, explorateur assez renommé. 48 ans auparavant, le professeur Webb avait parcouru le Groenland et l'Islande à la recherche de certaines inscriptions runiques qu'il ne parvint pas à découvrir. Sur la côte ouest du Groenland, il avait rencontré une étrange tribu d'Esquimaux dégénérés dont la religion, forme curieuse du culte du diable, l'avait désagréablement impressionné par son côté sanguinaire et immonde. Les autres Esquimaux la connaissaient fort mal et ne la mentionnaient qu'en frissonnant. Elle datait, disait-il, d'âges très anciens, bien antérieurs à la création du monde. En dehors de rites innommables et de sacrifices humains, elle prescrivait certaines invocations bizarres adressées à un démon suprême, ou Tornasuk. Le professeur Webb, après les avoir fait réciter par un vieil Angekok, sorcier, les avait transcrites de son mieux, en exprimant les sons en lettres de l'alphabet romain. Mais ce qui semblait aujourd'hui le plus important, c'était le fétiche adoré par les sectateurs de ce culte qui dansaient autour de lui quand l'aurore boréale jetait très haut ses feux au-dessus des falaises de glace. C'était un grossier bas-relief représentant une image hideuse au-dessus d'hiéroglyphes mystérieux. Autant que le professeur pouvait s'en souvenir, il constituait une réplique assez exacte de la statuette examinée par les membres du Congrès. Ce récit plongea les savants dans une grande stupeur, et sembla surexciter l'inspecteur Legrasse, qui accabla l'orateur de maintes questions. Comme il avait copié l'une des invocations récitées par les officiants que ces hommes avaient arrêtés dans le marais, il pria le professeur Webb de se rappeler de son mieux les syllabes prononcées chez les Esquimaux adorateurs du diable. Après avoir comparé tous les détails, vint un instant de silence, réellement impressionnant, où le détective et le savant convinrent de l'identité d'une phrase commune à ceux des religions infernales que tant de mondes séparaient. Voici, en substance, ce que les sorciers esquimaux et les prêtres des marécages de la Louisiane avaient psalmodié à l'adresse de leurs idoles, la division en mots ayant été établie d'après les poses traditionnelles observées par les récitants. Fnglui mglevnaf ktulurlie lagnaglfnag. Legrasse avait un point d'avance sur le professeur Webb, car plusieurs de ses prisonniers lui avaient révélé le sens de ces paroles qui peuvent se traduire comme suit. Dans sa demeure de Relier la morte,
Cthulhu attend en rêvant. C'est alors que, à la demande générale, l'inspecteur raconta son expédition, et je vis que mon oncle attachait une grande importance à son histoire. En effet, elle ressemblait fort aux rêves les plus extravagants des créateurs de mythes et des théosophes. Elle révélait une imagination cosmique étrangement intense que nul ne se serait attendu à trouver chez ses métis et ses parias. Le 1er novembre 1907, la police de la Nouvelle-Orléans avait reçu un appel désespéré provenant de la région marécageuse au sud de la ville. Les squatteurs qui la peuplaient, descendants des hommes de Lafitte, individus primitifs mais d'un bon naturel, se trouvaient en proie à une terreur panique, car une puissance inconnue s'était glissée parmi eux au cours de la nuit. Ce devait être le vaudou, affirmait-il, et un vaudou particulièrement terrible. Plusieurs femmes et enfants avaient disparu depuis que le sinistre tam-tam avait commencé à retentir au cœur des sombres bois hantés où nul n'osait jamais s'aventurer. On entendait aussi des cris d'aimants, des plaintes déchirantes, des mélopées lugubres, et on voyait danser des flammes diaboliques. Le messager terrifié ajouta que les gens ne pouvaient plus supporter cet état de choses. En conséquence, 20 policiers s'entassèrent dans 2 voitures à cheval et une automobile, puis se mirent en route vers la fin de l'après-midi, guidés par le squatteur frissonnant. Lorsque la chaussée devint impraticable aux véhicules, ils les abandonnèrent pour patauger en silence pendant plusieurs miles à travers les terribles bois de cyprès où le jour ne pénètre jamais. Des racines tortueuses et les perfides nœuds coulants de la mousse d'Espagne entravaient leur marche. Çà et là, un tas de pierres humides ou un pan de mur croulant rendait encore plus accablante l'atmosphère de dépression que chaque arbre déformé, chaque fongosité putride contribuait à créer. Finalement, un amas de huttes misérables apparut à leurs yeux, et plusieurs squatteurs en proie à une agitation extrême vinrent en courant s'attrouper autour des lanternes des nouveaux venus. On pouvait entendre au loin les battements étouffés des tam-tams, et parfois, à l'occasion d'une saute de vent, retentissait un cri à vous glacer jusqu'à la moelle. Par ailleurs, une rouge clarté semblait filtrer à travers le taillis au-delà des interminables avenues de ténèbres sylvestres. Malgré leur crainte de se trouver seuls à nouveau, tous les squatteurs refusèrent catégoriquement de faire un pas de plus vers le lieu où se célébrait le culte maudit. L'inspecteur Legrasse et ses 19 compagnons durent s'aventurer sans guide, sous de noires voûtes d'horreur, où nul d'entre eux n'avait jamais pénétré. Cette zone de terrain inexplorée par les Blancs jouissait d'une réputation fâcheuse. Certaines légendes parlaient d'un lac caché au regard des mortels, où demeurait une colossale créature informe, semblable à un polype blanc aux yeux phosphorescents. Les squatteurs chuchotaient que des démons aux ailes de chauve-souris sortaient des entrailles de la terre pour venir l'adorer à minuit. Ils prétendaient que ce monstre avait été là avant d'Iberville, avant la Salle, avant les Indiens, avant même les bêtes et les oiseaux des bois. C'était le cauchemar incarné, et qui le voyait mourir. Toutefois, comme il faisait rêver les hommes, ils en savaient assez pour l'éviter. L'orgie vaudou se déroulait à l'extrême limite de la région abhorrée, mais son emplacement paraissait encore suffisamment funeste aux squatteurs. Le lieu même du culte les avait terrifiés plus encore que les cris et les incidents horribles. Seul un poète ou un fou pourrait reproduire les bruits que perçurent les hommes de Legrasse en traversant péniblement le sombre marécage en direction de la clarté rougeâtre et des tam-tams étouffés. Il y a une qualité vocale particulière à l'homme et une qualité vocale particulière aux animaux. Rien n'est plus terrible que d'entendre l'une quand l'organe d'où elle provient devrait émettre l'autre. Là, une fureur animale et une licence orgiaque s'exacerbaient jusqu'à un degré démoniaque, en hurlements et en glapissements qui déferlaient dans ces bois enténébrés comme des rafales pestilentielles venues des abîmes infernaux. Parfois, les ululements anarchiques cessaient pour faire place à un chœur de voix bien entraîné, psalmodiant la hideuse mélopée. Enfin, les policiers atteignirent un endroit où les arbres devenaient plus clairsemés. Ils se trouvèrent soudain devant le spectacle. 4 chancelèrent. Un 5e perdit conscience. 2 autres poussèrent un cri d'épouvante qui, fort heureusement, fut étouffé par le tumulte sauvage de l'orgie. Legrasse jeta un peu d'eau sur le visage de son compagnon évanoui, puis tous demeurèrent tremblants, en proie à une horrible fascination. Dans une clairière naturelle s'étendait un îlot herbu de 40 arts environ, assez sec et entièrement dépourvu d'arbres. Là, bondissait et se démenait une horde monstrueuse d'êtres humains que seuls auraient su peindre Cimée ou Angarola.
Complètement nues, ces créatures hybrides braillaient, beuglaient et se convulsaient autour d'un feu de joie disposé en rond au centre duquel on pouvait distinguer à travers le rideau de flammes un grand monolithe granitique haut de quelques 8 pieds, surmonté de la funeste statuette incongrue dans sa petitesse. Un vaste cercle de 10 échafauds régulièrement espacés ayant le monolithe pour centre entourait le brasier. On y voyait, pendus la tête en bas, les corps étrangement mutilés des squatteurs disparus. C'était à l'intérieur de ce cercle que les adorateurs bondissaient en hurlant, se déplaçant de gauche à droite en une bacchanale interminable entre le cercle des cadavres et le cercle de feu. Soit qu'il fût trop imaginatif, soit qu'il eût été trompé par de simples échos, un des policiers, espagnol très impressionnable, crut entendre des réponses à l'invocation rituelle, provenant d'un endroit sombre, situé plus profondément dans le bois des légendes et des horreurs antiques. Par la suite, j'eus l'occasion d'interroger cet homme, Joseph de Galvez, qui me parut doué d'une imagination débordante. En vérité, il prétendit même avoir perçu un faible battement d'immenses ailes et avoir vu des yeux lumineux au centre d'une énorme masse blanche au-delà des arbres lointains. Je suppose qu'il avait trop écouté les superstitions locales. L'inaction des hommes horrifiés ne dura pas longtemps. Le devoir l'emporta, et bien qu'il y eût une bonne centaine d'officiers en métis, les policiers, se fiant à leurs armes à feu, se plongèrent résolument au milieu de la horde immonde. Pendant 5 minutes, un tumulte indescriptible régna dans la clairière. Il y eut de furieuses empoignades, des détonations, de nombreuses fuites. Finalement, le Grâce put compter 47 mornes prisonniers qui l'obligea à se rhabiller vivement et à se ranger en bon ordre entre 2 files de ses hommes. 5 des officiants étaient morts, 2 autres, grièvement blessés, furent transportés par leurs camarades sur des civières improvisées. Quant à la statuette, l'inspecteur la prit sur le monolithe et l'emporta. Interrogés au quartier général après la dure contrainte et l'épuisement du voyage, les prisonniers se révélèrent tous des sang-mêlés de la plus basse espèce, et mentalement anormaux. La plupart étaient matelots, mais quelques noirs et mulâtres, surtout des Antillais ou des bravas portugais, venus des îles du Cap-Vert, donnaient une coloration vaudou à ce culte hétérogène. Néanmoins, l'interrogatoire ne tarda pas à montrer qu'il s'agissait d'une religion beaucoup plus ancienne et mieux enracinée qu'un simple fétichisme nègre. Si ignorants et si dégénérés qu'ils fussent, les hommes exposèrent tous l'idée essentielle de leur foi immonde avec une étonnante cohérence. Ils adoraient, dirent-ils, les grands anciens, venus du ciel sur ce monde encore jeune des millions d'années avant l'arrivée des hommes. Ces anciens avaient disparu maintenant au fond de la mer et dans les entrailles de la terre, mais leurs corps morts, ayant communiqué en rêve leurs secrets aux premiers hommes, ceux-ci fondèrent un culte qui ne s'est jamais éteint. Ce culte, dirent les prisonniers, était le leur. Il avait toujours existé, il existerait toujours, caché dans de lointains déserts et d'obscures retraites à travers le monde entier, jusqu'au moment où le grand prêtre Cthulhu sortirait de sa noire demeure dans la puissante cité de R'lyeh, au fond des eaux, pour régner à nouveau sur la terre. Quand les astres seraient propices, il appellerait ses fidèles, toujours prêts à le libérer. En attendant, on n'en pouvait dire davantage. Il y avait un secret que la torture même ne saurait leur arracher. Les humains d'ailleurs n'étaient pas absolument seuls parmi les êtres conscients de la terre, car des formes sortaient de la nuit pour visiter les rares fidèles. Ces formes n'étaient pas les anciens que nul homme n'avait jamais vus. L'idole sculptée représentait le grand Cthulhu, mais personne ne pourrait dire si les autres lui ressemblaient ou non. Aujourd'hui, on ne savait plus lire l'écriture antique, alors la tradition passait par la parole. L'invocation rituelle n'était pas le secret, jamais évoquée à haute voix, murmurée seulement. Elle signifiait simplement, dans sa demeure de R'lyeh la morte, Cthulhu attend en rêvant. 2 des captifs furent jugés suffisamment sains d'esprit pour être pendus, les autres furent confiés à différentes institutions. Tous nièrent avoir pris part au meurtre rituel perpétré, affirmèrent-ils, par ceux des ailes noires qui avaient quitté, pour rejoindre les officiants, leur retraite immémoriale au fond du bois hanté. On ne put rien apprendre de plus précis au sujet de ces alliés mystérieux. La majeure partie des renseignements obtenus par la police fut fournie par un métis chargé d'an, nommé Castro, qui prétendait avoir jeté l'ancre dans des ports étranges et s'être entretenu avec des prêtres immortels de ce culte dans les montagnes de Chine. Le vieux Castro se rappelait des fragments de hideuses légendes qui faisaient pâlir les spéculations des théosophes et tenaient l'homme et le monde pour choses récentes et transitoires. Dans des âges incroyablement reculés, d'autres êtres régnaient sur terre et possédaient de grandes cités. On pouvait encore en voir des vestiges, lui avaient confié les immortels chinois, sous forme de pierres cyclopéennes sur des îles du Pacifique. Ils étaient tous morts bien avant l'arrivée des hommes,
Mais il était des magies pour les ranimer, quand les étoiles occuperaient de nouveau les positions favorables dans le cycle de l'éternité. En vérité, ils étaient venus eux-mêmes des astres, et avaient apporté leur image avec eux. Ces grands anciens, disait encore Castro, ne se composaient pas de chair et de sang. Ils avaient une forme, cette image façonnée sur une étoile ne le prouvait-elle pas, mais une forme qui n'était pas faite de matière. Quand les étoiles étaient propices, ils pouvaient plonger d'un monde à l'autre à travers le ciel, mais lorsqu'elles étaient néfastes alors, ils ne pouvaient plus vivre. Pourtant, même s'ils ne vivaient plus à présent, ils ne mouraient jamais vraiment. Ils gisaient tous dans les maisons de pierre de leur grande cité d'Orlier, conservées par les sortilèges du puissant Cthulhu, pour une résurrection glorieuse le jour où les astres et la terre seraient prêts une fois de plus à les recevoir. Mais le moment venu, une force extérieure devrait aider à libérer leur corps. Les sortilèges qui les gardaient intacts leur interdisaient aussi de faire un premier mouvement. Ils ne pouvaient que reposer, éveillés et songeant dans les ténèbres tandis que les années s'écoulaient par millions. Ils savaient tout ce qui se passait dans l'univers, car leur mode d'expression consistait à transmettre leurs pensées. Aujourd'hui encore, ils parlaient dans leur tombe. Lorsque les premiers hommes étaient arrivés, après des éternités de chaos, les grands anciens avaient parlé aux plus réceptifs d'entre eux en modelant leurs rêves, seul moyen dont ils disposaient pour toucher l'esprit incarné dans leur chair de mammifères. Alors, les premiers hommes avaient fondé leur culte secret, adorant les petites idoles que leur avaient montrées les anciens, idoles à portée de planètes inconnues dans les temps prodigieusement lointains. Ce culte ne mourrait jamais. Un jour, quand les étoiles redeviendraient propices, ces prêtres feraient sortir le grand Cthulhu de sa tombe pour qu'il ressuscitât ses sujets et régnât à nouveau sur la terre. Ce jour serait facile à déterminer car à ce moment-là, les hommes seraient devenus semblables aux anciens, libres, farouches, au-delà du bien et du mal, rejetant toute loi morale, s'entretuant à grands cris au cours de joyeuses débauches. Les anciens délivrés leur apprendraient de nouvelles façons de crier, de tuer, de faire bombance, et toute la terre flamboierait d'un holocauste d'extase effrénée. En attendant, le culte, par des rites appropriés, devait maintenir vivant le souvenir de ces mœurs d'autrefois et présager leur retour. Dans les âges très reculés, des hommes choisis entre tous s'étaient entretenus en rêve avec les anciens couchés au fond de leur tombeau, mais à la suite d'un cataclysme soudain, R'lieh, la grande cité de pierre, s'était enfoncée sous les flots avec ses monolithes et ses sépulcres. Les eaux profondes, dont nulle pensée ne peut percer le mystère, avaient mis fin à ces entretiens fantomatiques. Néanmoins, le souvenir n'était pas mort, et les grands prêtres avaient déclaré que la cité émergerait à nouveau quand les étoiles seraient propices. Alors sortiraient de la terre ces noirs esprits, ombres moisies, pleines de vagues rumeurs ramassées dans les cavernes d'antiques fonds marins oubliés. Mais là-dessus, le vieux Castro n'osa pas en dire davantage. Il s'interrompit vivement, et ni persuasion ni ruse ne purent lui arracher d'autres renseignements. Chose bizarre, il refusa également de parler de la taille des anciens. Mais il déclara que le culte devait avoir son centre au milieu des déserts sans piste de l'Arabie, à l'endroit où Irem, la cité des colonnes, poursuit ses rêves loin de tous les yeux. Il n'avait aucun rapport avec la sorcellerie européenne et n'était guère connu que de ses sectateurs. Aucun livre n'y faisait directement allusion. Néanmoins, d'après les Chinois immortels, on trouvait dans le Necronomicon de l'arabe dément Abdul al-Azred des passages à double sens que les initiés pouvaient interpréter à leur guise. Plus particulièrement, ce distique fort discuté. N'est pas mort ce qui semble à jamais dormir. En d'étranges éternités, la mort même peut mourir. Le Grasse, fort impressionné et intrigué, s'était enquis vainement des affiliations historiques du culte. Castro n'avait probablement pas menti en déclarant que presque personne n'en connaissait l'existence. Les professeurs de l'université Tulane ne purent jeter aucune lumière sur cette secte ni sur l'idole. Le détective s'était alors adressé aux autorités les plus célèbres du pays et n'avait rien obtenu d'autre que les témoignages du professeur Webb au sujet du Groenland. On trouve un écho du fiévreux intérêt suscité chez les membres du Congrès par le récit de Legrasse dans les nombreuses lettres qu'ils échangèrent par la suite. Mais il est à peine mentionné dans le compte-rendu officiel des débats. La prudence est la préoccupation primordiale de tous ceux qui ont parfois lutté contre le charlatanisme et l'imposture. L'inspecteur prêta au professeur Webb la statuette qui lui fut restituée à la mort du vieux savant. Je l'ai vue, il y a peu de temps, entre ses mains. C'est vraiment un objet effroyable, en tout point semblable au bas-relief onirique de Wilcox. Je ne m'étonnais plus que mon oncle eût été bouleversé par le récit du sculpteur, sachant ce que le détective avait appris au sujet du culte secret
Il avait dû être en proie à de terribles pensées en recevant la visite d'un jeune homme impressionnable qui non seulement avait rêvé l'idole et les hiéroglyphes trouvés dans les marais de la Nouvelle-Orléans et sur une côte du Groenland, mais encore avait entendu dans ses rêves au moins trois mots de la formule commune aux métis de la Louisiane et aux satanistes esquimaux. Les recherches minutieuses entreprises par le professeur Engel paraissaient donc éminemment naturelles. Toutefois, je soupçonnais Wilcox d'avoir entendu parler du culte d'une façon ou d'une autre, et d'avoir inventé une série de rêves pour rehausser le mystère aux dépens de mon oncle. Les récits d'autres rêves et les coupures de journaux rassemblés par le professeur semblaient corroborer entièrement les prétendues visions du jeune homme. Mon rationalisme bien ancré et l'extravagance de toute cette histoire m'amenèrent à adopter la conclusion que j'estimais la plus raisonnable. C'est pourquoi, après avoir soigneusement étudié le manuscrit et comparé les différentes notes théosophiques et anthropologiques avec le récit de Logras, je me rendis à Providence pour tancer vertement le sculpteur de sa supercherie à l'égard d'un respectable savant. Il résidait toujours aux Fleurs de Lys, dans Thomas Street, hideuse imitation victorienne de l'architecture bretonne du XVIIe siècle, dont la façade en stuc s'étale au milieu des adorables maisons de style colonial à flanc de colline, à l'ombre du plus beau clocher de l'époque des rois Georges que l'on puisse voir en Amérique. Je le trouvai en train de travailler dans son appartement et j'admis aussitôt, d'après les spécimens qui l'entouraient, la parfaite authenticité de son génie. Je crois qu'il laissera derrière lui la réputation d'un grand décadent. En effet, il a modelé dans l'argile et reflètera plus tard dans le marbre les fantastiques cauchemars évoqués en prose par Arthur Machen et en vers comme en peinture par Clark Ashton Smith. Brun, frêle, peu soigné de sa personne, il me demanda d'un ton languissant ce que je désirais sans bouger de son siège. Quand je lui eus appris qui j'étais, il manifesta un certain intérêt, car mon oncle avait suscité sa curiosité en étudiant ses étranges rêves sans lui fournir la moindre explication. Je le laissai dans l'ignorance sur ce point, mais j'essayai discrètement de le faire parler. Je ne tardai pas à me convaincre de son entière sincérité, car ce qu'il disait de ses rêves ne pouvait tromper. Ses visions nocturnes et leurs résidus inconscients avaient profondément influencé son art. Il me montra une statue morbide, dont l'aspect me fit presque frissonner par sa sinistre puissance suggestive. Il ne pouvait se rappeler en avoir vu l'original ailleurs que dans son propre bas-relief onirique. Les lignes étaient nées d'elles-mêmes sous ses mains. À n'en pas douter, c'était la forme géante dont il avait parlé dans son délire. Je compris bientôt qu'il ne savait vraiment rien du culte secret, en dehors de ce que l'interrogatoire impitoyable de mon oncle lui en avait révélé, et je m'efforçai à nouveau de concevoir par quels moyens il avait pu éprouver ces impressions surnaturelles. Il me décrivit ses rêves d'une façon étrangement poétique, me faisant voir avec une terrible netteté la cité cyclopéenne aux murs verdâtres recouverts de limon, dont la géométrie, disait-il bizarrement, était complètement fausse, et entendre, non sans appréhension, l'incessant appel souterrain Cthulhuftagn, Cthulhuftagn. Ces mots figuraient dans la redoutable formule rituelle qui évoquait la veille du grand Cthulhu dans son caveau de Rlier, et je me sentis profondément ému en dépit de mon rationalisme. Wilcox, j'en étais persuadé, avait dû entendre parler du culte tout à fait par hasard, puis l'avait promptement oublié dans la masse de ses lectures et de ses conceptions également fantastiques. Un peu plus tard, par la seule vertu de son caractère particulièrement impressionnant, ce culte avait trouvé des moyens d'expression subconscients, à savoir les rêves, le bas-relief et la terrible statue que je contemplais maintenant. En définitive, la supercherie du sculpteur avait été involontaire. Ce jeune homme était un phénomène, à la fois quelque peu affecté et assez mal élevé qui ne me plut jamais, mais je ne pouvais maintenant que reconnaître son génie et sa loyauté. Je pris congé de lui courtoisement, et je lui souhaite tout le succès que promet son talent. L'affaire du culte secret ne cessa jamais de me fasciner, et je m'imaginais parfois un succès personnel grâce à des recherches sur ses origines et ses ramifications. Je me rendis à la Nouvelle-Orléans, m'entretins avec Legras et d'autres participants de l'ancienne expédition. J'examinai l'effroyable image, et j'interrogeai même ceux des métis prisonniers qui vivaient encore. Malheureusement, le vieux Castro était mort depuis plusieurs années. Ce que j'appris ainsi de façon si vivante et de première main, bien qu'il ne fût en réalité qu'une confirmation détaillée de ce que mon oncle avait écrit, me donna un nouvel élan. J'eus la certitude d'être sur la piste d'une vraie religion, très ancienne et très secrète, dont la découverte ferait de moi un anthropologue éminent. Mon attitude restait un matérialisme résolu, comme je voudrais qu'il fût encore, et je repoussais avec une inexplicable perversité la coïncidence des notes sur le rêve et des coupures de presse recueillies par le professeur Engel. Je commençais pourtant à soupçonner ce dont maintenant je crains d'être sûr. La mort de mon oncle était loin d'être naturelle.
Il était tombé dans une rue étroite à flanc de colline qui partait d'un vieux port grouillant de métis étrangers après avoir été bousculé par un matelot nègre. Je n'oubliais pas que les membres du culte de Louisiane étaient des sans-mêlés et des matelots, et j'aurais appris sans surprise l'existence de méthodes occultes, d'aiguilles empoisonnées aussi impitoyables et séculaires que les croyances et les rites mystérieux. Le Grasse et ses hommes, c'est vrai, n'ont pas été inquiétés, mais en Norvège, un marin est mort pour avoir vu certaines choses. Les recherches approfondies de mon oncle, après sa rencontre avec le sculpteur, auraient-elles alerté de sinistres oreilles? Je pense que le professeur Engel est mort parce qu'il en savait trop, ou qu'il était sur le point de trop en apprendre. Reste à savoir si je finirai comme lui, car j'ai beaucoup appris maintenant. Et c'est la fin du chapitre 2, les amis. Nous allons passer à la dernière pause de ce soir. Et du coup, Chassoad qui nous dit ce livre est trop bien. Et bordel de merde. Qu'est-ce que je suis d'accord avec toi, c'est trop bien. C'est trop bien. Franchement, j'ai déjà lu, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà lu beaucoup de nouvelles de Lovecraft. Et je n'avais jamais lu l'Appel de Cthulhu. Et là, c'est en train de devenir ma nouvelle préférée de Lovecraft. Je trouve ça trop bien. En fait, c'est ce que je vous disais à la pause précédente. Tous les éléments que j'aime d'habitude dans les nouvelles de Lovecraft sont toutes compilées dans cette nouvelle. Donc c'est juste trop bien. Enfin, personnellement, j'aime beaucoup. J'espère que vous aussi, dans le chat, vous aimez beaucoup. Ou sur YouTube. Perso, j'adore. J'adore. On en apprend beaucoup plus sur Cthulhu, sur comment marche, entre guillemets, enfin, le mythe, en fait, finalement. Le délire de c'est des extraterrestres, enfin, grosso modo, quoi, qui sont faits d'étoiles ou quelque chose s'en rapprochant, qui sont tombés sur Terre bien avant nous, etc. Enfin, même si c'est complètement fantasque et saugrenu, c'est bien foutu en fait. Parce que, dans un sens, alors, déjà par exemple, on a encore parlé du Necronomicon. Le Necronomicon, c'est un bouquin qu'a inventé Lovecraft. Et il y a plein de gens qui ont cru qu'il existait réellement. Et il y a plein de gens qui se sont mis en quête du Necronomicon, ou qui disent l'avoir, etc. Et en fait, c'est tout à fait compréhensible parce que le mythe est tellement bien trouvé, je trouve, tellement bien élaboré, que oui, si dans l'absolu, on pourrait se dire, bah ouais, peut-être que ça existe. Enfin, en fait, c'est ça, c'est possible. Et vu que c'est possible, c'est fascinant. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Pourtant, c'est des choses... comment dire? Pourtant, c'est des choses très fantasques et très hors normes. Mais il n'y a pas de détail qui fait que on peut se dire ouais non c'est n'importe quoi. On rentre quand même bien dedans, et on peut largement se laisser porter et je trouve ça grave cool quoi. Enfin je trouve que le mythe est vraiment très bien construit, c'est vraiment cool. Et d'ailleurs à force de lire du Lovecraft, je commence à comprendre un peu sa manière de fonctionner, sa manière d'écrire, son style, et je viens de me rendre compte, alors que c'est une chose qui fait quasiment dans toutes ses nouvelles. C'est le délire de en fait le narrateur il sait, le narrateur à chaque fois il sait, il en sait trop et il recommence sa découverte depuis le début, et je pense que ça c'est la signature de Lovecraft, on va dire, enfin l'une des signatures du style de Lovecraft, et qu'en termes de narration c'est hyper intelligent parce que du coup dès le début, il va nous glisser des petites phrases pour nous faire comprendre que le narrateur nous en dit moins que ce qu'il en sait, et qu'il en a découvert beaucoup plus après, et que c'est beaucoup plus important, beaucoup plus impactant, que ça le met en danger. Et du coup, cette manière d'écrire fait que on est toujours happé dans les histoires de Lovecraft, et c'est toujours la pression monte de plus en plus parce que on le sait, dès le début, c'est explicitement dit, on va aller vers quelque chose de plus gros. Donc on le sait qu'on est en train de monter vers une apogée, vers un paroxysme. Ce qui se passe dans toutes les œuvres
ce schéma de on monte vers un événement beaucoup plus. Enfin, voilà, vers un événement vers le summum, quoi. C'est un schéma qu'on retrouve dans absolument toutes les œuvres. Mais là, le fait qu'à chaque fois, il y a un narrateur qui nous le suggère par quelques petites phrases de ci, de là, c'est très bien trouvé et ouais, ça accentue ce côté suspense en fait. Et c'est très bien foutu, je trouve. Chassoat qui nous dit des têtes étoilées, c'est genre l'image qui m'a le plus impacté de la nouvelle. Ouais, c'est clair. Des têtes étoilées, pareil. Enfin, en fait, ils ont tellement des formes cheloues et c'est ça qui est bien aussi, je trouve. C'est de mêler l'inconnu, l'indicible, etc. avec des choses qu'on connaît, mais malgré tout, qu'on n'associerait pas. Enfin, en tout cas, là, j'ai eu ce sentiment-là beaucoup en lisant le texte de ce soir. C'est lié aux étoiles, c'est lié au cosmos, c'est lié à la divinité, etc. Du coup, on aurait peut-être tendance à se dire que c'est quelque chose de particulièrement beau ou de particulièrement esthétique et incroyable. Et non, c'est rattaché. Enfin, les rares images qu'on peut comprendre, qu'on peut avoir, et les rares détails qu'il va donner, parce qu'au final, il reste très flou, parce que justement, son délire, c'est de donner l'indicible, etc. Mais les rares détails qu'on va avoir, ça va être des trucs en mode monstrueux. Et du coup, l'association d'idées célestes, entre guillemets, avec des choses sales, de la fange, de la boue, euh, des tonnes de tentacules, des trucs informes, avec une matière caoutchouteuse, etc. Enfin voilà. Et ben, je trouve que le fait d'associer deux choses comme ça, euh, bah, ça me fait penser. En littérature, c'est une figure du style qui s'appelle l'oxymore. Et là, en fait, je suis en train de me rendre compte que quelque part dans sa manière d'écrire, Lovecraft, bah, c'est comment dire, la base de son travail entre guillemets, c'est un espèce d'oxymore géant. Enfin ouais, je trouve ça vraiment. Enfin là, je suis soufflé. Là, je trouve que c'est vraiment du génie. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime énormément. On en apprend tellement davantage que dans toutes les autres nouvelles que j'ai déjà pu lire, c'est trop cool. Et pourtant, on en apprend peu, mais je trouve ça vraiment trop bien trouvé, trop stylé. D'ailleurs, petite précision, je vous le montre pas pendant que je lis parce que ce serait un peu compliqué et ça couperait la lecture. Mais il y a un moment où, bah, le moment où, alors comment il s'appelait déjà? Castro. Le moment où Castro décrivait vraiment les rites et l'histoire entre guillemets des grands anciens. Il faut savoir que dans le texte, pardon, c'était typographié de manière à ce que, à chaque fois qu'on parle des grands anciens, il y avait un il majuscule. Même en plein milieu de la phrase, c'était un i majuscule à il. C'était des L majuscules à l'heure. Enfin voilà. Donc tout ce qui se rapportait aux grands anciens, quand vraiment on parlait de leurs mythes, de ce qui se passe dans l'histoire, etc., c'était à chaque fois avec des majuscules. Ce qui, encore une fois, accentue le côté exotique et le côté ok, ils sont plus hauts que les humains entre guillemets, ils sont à une comment dire, à un niveau de conscience plus élargi que l'être humain. Enfin, c'est plein de petits détails, mais tout ça, je trouve que ça met vachement dans l'ambiance et enfin, je trouve ça vraiment bien foutu quoi, très très bien foutu et très très intéressant. Je vais m'empresser de changer le titre du live. Désolé, d'habitude, je suis peut-être un peu moins comment dire, un peu moins foufou à expliquer ce que je viens de ressentir, etc. Mais juste là, je trouve ça tellement fort et je trouve ça très intéressant d'en parler avec vous parce que, en plus, ben, à force d'en avoir lu pas mal, je pense commencer à reconnaître des patterns et tout. Et je trouve ça d'autant plus intéressant de se dire, punaise, c'est comme ça que ça marche, c'est trop bien fait quoi. Parce qu'il y a certains trucs, bah, ça c'est à double tranchant, hein, ça dépend des gens. Mais il y a certaines choses où, quand on sait comment c'est fait,
On a peut-être tendance à se dire ah bah je sais comment c'est fait, donc la magie s'est envolée, voilà quoi. Mais moi, c'est l'inverse. Moi, quand je sais comment c'est fait, je suis encore plus en mode ok, bah c'est du génie en fait. Il a trop bien foutu son truc. Surtout quand c'est pas de l'arnaque quoi. Genre là, c'est vraiment super bien foutu. Je suis très fan. Encore une fois, dans la typographie, ce que vous pouvez pas voir forcément puisque vous n'avez pas le texte, c'est que par exemple les phrases que je vous donne, les phrases dont je vous parlais à l'instant, où parfois le narrateur nous fait comprendre qu'il est arrivé des choses terribles par la suite, elles sont en italique. Donc j'essaie de vous le faire comprendre par le ton que je mets dedans. Mais par exemple, juste cette petite réflexion, la phrase mon attitude restait un matérialisme résolu, et là, en italique, comme je voudrais qu'il fût encore. Et juste cette petite interjection qui nous fait comprendre, ok, donc il s'est repassé des choses et il a vrillé et ça va être pire après. Pareil, il nous dit, encore une fois, quelques phrases plus loin, je commençais pourtant à soupçonner ce dont maintenant je crains d'être sûr, et le sûr est en italique. Et c'est des tout petits détails, mais si le sûr est en italique, qu'avant il soupçonnait quelque chose et que c'était le passé, et que maintenant il est quasiment sûr et qu'il craint d'être sûr de ça à l'heure actuelle, et ben ça nous fait comprendre tout ce que je vous disais tout à l'heure, que il a encore des tas de choses à nous dire et des choses beaucoup plus dangereuses et qui le mettent en danger justement. Donc, enfin, c'est, je sais pas, je trouve qu'en termes de d'écriture tout simplement, c'est hyper intelligent. Et ouais, franchement, chapeau. Chapeau, chapeau, je trouve ça super bien foutu. Et du coup, on va être reparti, les amis, pour une petite dizaine de pages et ça nous fera la fin de notre live. C'est la dernière phase de lecture de ce soir, avec le chapitre 3. Du coup, on va repartir sans plus attendre, et ça nous aura fait un petit live d'1h50, un truc comme ça, je pense. Donc c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Je pense que c'est celui-ci qui aura la taille la plus canon, entre guillemets, de mes lives. Je pense que les autres nouvelles, ça va faire des lives beaucoup plus courts, peut-être d'1 heure. Donc je sais que c'est un peu embêtant, parce que du coup, ça va faire tout un tas de lives. Mais je pense que ce sera plus facile à découper, tout simplement, du fait que ce soit sous format de nouvelles, comparé à d'habitude. C'est sous format de roman, et donc je peux découper en chapitres facilement. Eh bien, les amis, nous sommes repartis pour la lecture. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute Chassoad, bonne écoute à tous ceux qui seraient là à nous regarder dans l'ombre. Bonne écoute à tous ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Et à tout à l'heure pour la fin du live. 3. La démence qui vint de la mer. Si jamais le ciel désire m'accorder une insigne faveur, il effacera totalement de ma mémoire la découverte que je fis par le plus grand des hasards en jetant un coup d'œil sur un morceau de papier qui recouvrait une étagère. C'était un numéro d'un journal australien, le Sydney Bulletin, du 18 avril 1925. Et après en avoir pris connaissance, je m'étonnais qu'il eût pu échapper à l'agence utilisée à cette époque par mon oncle pour mener son enquête. Ayant presque renoncé à mes recherches sur ce que le professeur Engel appelait le culte de Cthulhu, je me trouvais en visite chez un de mes amis de Patterson, New Jersey, conservateur d'un musée local et minéralogiste renommé. Un jour où j'examinais les spécimens en réserve disposés sans ordre sur des étagères dans une arrière-salle du musée, mon regard s'arrêta sur l'un des vieux journaux étalés sous les pierres, dans lequel se trouvait une étrange photographie. Le journal, je l'ai déjà dit, était le Sydney Bulletin, car mon ami avait des correspondants à travers le monde entier. Quant à la photographie, elle représentait une hideuse statuette de pierre, presque identique à celle que Le Gras avait trouvée dans le marais. Je débarrassai vivement la feuille de son précieux contenu, lus l'article avec soin et regrettai qu'il ne fût pas plus long. Néanmoins, ce qu'il suggérait suffit à ranimer mon zèle de chercheur, et je le déchirai soigneusement avant de passer à l'action. En voici la teneur. Épave mystérieuse en mer. Le vigilant arrive au port remorquant yacht de Nouvelle-Zélande fortement armé. Un mort et un survivant à bord. Récit de combats furieux et de morts en pleine mer.
Matelot rescapé refuse raconter détails de son étrange aventure. Idole bizarre trouvée en sa possession. Une enquête va s'ouvrir. Le cargo vigilant de la compagnie Morrison, parti de Valparaiso, est arrivé ce matin à son poste d'amarrage de Darling Harbour, remorquant un bâtiment désemparé fortement armé, le yacht Alert de Dunedin, Nouvelle-Zélande, qu'il avait rencontré le 12 avril par 34°21 de latitude sud et 152°17 de longitude ouest. Ayant à son bord un mort et un vivant. Le vigilant quitta Valparaiso le 25 mars et dans la journée du 2 avril, il fut considérablement dérouté vers le sud par une violente tempête. Le 12 avril, il arriva en vue de l'épave. Elle paraissait déserte, mais les marins qui montèrent à bord y trouvèrent un matelot mort apparemment depuis plus d'une semaine et un autre en proie au délire. Le survivant étreignait une horrible idole de pierre d'origine inconnue, haute d'un pied environ, dont la nature déconcerte totalement les compétences de l'université de Sydney, de la Royal Society et du musée de College Street. L'homme dit l'avoir trouvé dans la cabine du yacht, à l'intérieur d'un petit reliquaire gravé très ordinaire. Ayant recouvré la raison, il raconta une histoire de piraterie et de massacre extrêmement bizarre. C'est un Norvégien assez intelligent nommé Gustav Johansen, ex-premier lieutenant de la goélette Emma d'Auckland, parti pour Callao le 20 février avec un personnel de 11 hommes. L'Emma, dit-il, retardé et considérablement dérouté vers le sud par la grande tempête du 1er mars, rencontra le 22 mars par 49,51 de latitude sud et 128,34 de longitude ouest le yacht Alert monté par une bande de Kanaks et de métis à la mine patibulaire. Le capitaine Collins, mis en demeure de virer de bord, refusa d'obéir. Sur quoi l'étrange équipage ouvrit le feu brutalement sur la goélette, sans avertissement préalable, et avec les canons de bronze particulièrement lourds de leur navire. Les matelots de l'Emma ne se laissèrent pas faire, et bien que la goélette commençât à couler du fait des projectiles reçus au-dessous de la ligne de flottaison, ils montèrent à l'abordage de leur ennemi. Se coltant avec les barbares sur le pont du yacht, ils durent les tuer tous. Leur nombre était légèrement supérieur, à cause de leur détestable mode de combat, maladroit mais acharné. 3 hommes de l'Emma, un matelot, le capitaine Collins et le second Green, furent tués. Les 8 survivants, sous les ordres du premier lieutenant Johansen, s'installèrent sur le yacht capturé et mirent à la voile dans la direction suivie par les mâts, afin d'essayer de découvrir pour quel motif leur capitaine avait reçu l'ordre de virer de bord. Le lendemain, ils débarquèrent sur une petite île qui ne figure sur aucune carte. 6 hommes moururent à terre dans des circonstances mal déterminées. Johansen, qui se montre particulièrement réticent à ce propos, a déclaré qu'ils étaient tombés dans une crevasse au milieu des rochers. Plus tard, à ce qu'il semble, lui et son unique compagnon regagnèrent le yacht et essayèrent de le manœuvrer, mais leur bâtiment fut désemparé à la suite de la tempête du 2 avril. À partir de ce jour jusqu'à son sauvetage du 12 avril, Johansen ne se souvient de rien, pas même de la mort de William Bridden, son compagnon dû probablement à l'émotion ou au froid. Des câbles de Dunedin rapportent que l'Alert était un navire marchand bien connu et très mal famé. Il appartenait à un étrange groupe de métis dont les fréquentes incursions nocturnes dans les bois suscitaient une vive curiosité. Ils avaient mis à la voile en toute hâte après la tempête et les tremblements de terre du 1er mars. Notre correspondant d'Auckland déclare que l'Emma et son équipage jouissent d'une excellente réputation et que l'on tient Johansen pour un brave homme entièrement digne de confiance. L'amirauté va ouvrir une enquête sur cette affaire, au cours de laquelle on essaiera d'amener Johansen à parler plus librement qu'il ne l'a fait jusqu'ici. Cet article et l'image infernale qui l'accompagnait suscitèrent en moi les pensées les plus troublantes. Il m'apportait de nouvelles et précieuses données sur le culte de Cthulhu qui se célébrait en mer aussi bien que sur terre. Pour quel motif les métis du yacht avaient-ils ordonné à l'Emma de virer de bord? Quelle était l'île inconnue où 6 matelots de la goélette avaient trouvé la mort et au sujet de laquelle Johansen se montrait si réticent? Quels pouvaient être les résultats de l'enquête de l'amirauté? Que savait-on à Dunedin de ce culte monstrueux? Par-dessus tout, ne fallait-il pas s'émerveiller de cet enchaînement extraordinaire de dates qui, à n'en pas douter, prêtait un sens maléfique aux événements divers si soigneusement notés par mon oncle? Le 1er mars, il y avait eu une violente tempête et un léger tremblement de terre. L'Alert et son ignoble équipage avaient quitté Dunedin en toute hâte, comme pour obéir à un appel impérieux. À l'autre extrémité de la terre, des poètes et des artistes commençaient à rêver d'une cyclopéenne cité sous-marine, tandis qu'un jeune sculpteur modelait dans son sommeil l'image du redoutable Cthulhu. Le 23 mars, les survivants de l'Emma débarquaient sur une île inconnue, où 6 d'entre eux trouvaient la mort. À cette même date, les rêves de certains hommes impressionnables, atteignant leur paroxysme d'horreur, étaient tentés par la crainte d'un monstre gigantesque. Un architecte devenait fou, un sculpteur était brusquement en proie à un délire inexplicable.
Que penser de la tempête du 2 avril, date à laquelle toutes les visions de la cité cyclopéenne prenaient fin, tandis que Wilcox se trouvait soudain guéri de son étrange fièvre? Que penser également des allusions du vieux Castro à ces anciens venus des astres, à leur règne prochain, à leur culte fidèle, à leur contrôle des rêves des mortels? Est-ce que je chancelais au bord d'un abîme d'horreur cosmique trop terrible pour qu'un homme pût les supporter? En ce cas, elle ne devait affecter que l'esprit, car le 2 avril semblait avoir mis un terme à la monstrueuse menace qui avait commencé à assiéger l'âme humaine. Ce soir-là, après avoir passé ma journée à envoyer des câbles et à faire divers préparatifs, je dis adieu à mon hôte et pris le train pour San Francisco. Moins d'un mois plus tard, j'étais à Dunedin, mais je constatais que l'on n'y savait pas grand-chose des membres du culte secret qui hantaient les vieilles tavernes. La lie des quais était trop commune pour qu'on s'en soucie. Pourtant, il fut vaguement question d'une expédition de ces métis à l'intérieur des terres, et l'on avait alors observé un tam-tam étouffé, une flamme rouge au loin sur les collines. À Auckland, j'appris que Johansen avait subi à Sydney un interrogatoire rapide et peu concluant, qu'à son retour ses cheveux jaunes étaient devenus blancs, et que par la suite, ayant vendu sa petite maison de West Street, il s'était embarqué avec sa femme pour regagner sa vieille demeure d'Oslo. De sa fantastique aventure, il n'avait rien révélé de plus à ses amis que ses déclarations aux fonctionnaires de l'amirauté, et ils ne purent me donner que son adresse à Oslo. Je me rendis à Sydney, où je m'entretins sans profit avec plusieurs marins et les membres du tribunal de l'amirauté. Je vis l'Alert, vendue et convertie à un usage commercial, à Circular Quay, dans la baie de Sydney, mais sa coque ne me révéla rien. L'idole accroupie à tête de pieuvre, au corps de dragon, aux ailes écailleuses, au piédestal couvert d'hiéroglyphes, se trouvait au musée de Hyde Park. Je l'examinai avec soin et constatai que c'était une œuvre d'art d'une facture exquise, aussi ancienne, étrange et mystérieuse que le spécimen plus petit de Legrasse. Le conservateur m'apprit qu'elle posait aux géologues une monstrueuse énigme, car il jurait solennellement qu'il n'existait pas de roche semblable dans l'univers entier. Alors, je songeai en frissonnant à la déclaration de Castro au sujet des anciens. Ils étaient venus des étoiles et avaient apporté leurs images avec eux. Profondément bouleversé, comme je ne l'avais jamais été, je décidai d'aller voir Mage Johansen à Oslo. Après avoir gagné Londres, je pris le premier bateau en partance pour la capitale norvégienne, et, un jour d'automne, j'abordai sur des quais bien tenus, au pied de Legeberg. L'ex-premier lieutenant habitait dans la vieille ville du roi Harold Hardrada, qui avait gardé au long des siècles ce nom d'Oslo, déguisé plus tard en Christiania, lorsque la cité s'agrandit. Je fis en taxi le court trajet, et le cœur battant je frappai à la porte d'un bâtiment ancien, en bon état, avec sa façade crépie. Une femme triste, vêtue de noir, répondit à mon appel, et je fus consterné quand elle m'apprit, dans un anglais hésitant, que Gustaf Johansen n'était plus. Il n'avait pas longtemps survécu à son retour, car sa terrible aventure sur mer en 1925 l'avait brisé. Il n'avait rien raconté de plus à sa femme que dans ses déclarations publiques, mais il laissait un long manuscrit, des questions techniques, disait-il, rédigé en anglais dans l'intention manifeste de préserver sa veuve d'une lecture dangereuse. Au cours d'une promenade, dans une ruelle étroite près du bassin de Gothenburg, il avait été renversé par un ballot de vieux papier tombé de la fenêtre d'une mansarde. 2 matelots indiens l'avaient relevé immédiatement, mais il était mort avant l'arrivée de l'ambulance. Les médecins, incapables de préciser la cause du décès, l'avaient attribué à une maladie de cœur et à un affaissement général de l'organisme. Je sentis alors me mordre au cœur cette obscure terreur qui ne me quittera plus jusqu'à ce que, moi aussi, je sois au repos par accident ou d'une autre manière. Ayant persuadé la veuve que ma connaissance des sujets techniques de son mari me donnait un droit sur son manuscrit, j'emportai le document et commençai à le lire dans le bateau qui me ramenait à Londres. C'était un récit simple, décousu, naïf essai d'un journal de mer rédigé après coup, qui s'efforçait de relater jour après jour ce dernier voyage effroyable. Je ne saurais le retranscrire textuellement avec ses redites et ses obscurités, mais ce que j'en dirai suffira à expliquer pourquoi le bruit des vagues contre les flancs du bateau me devint si intolérable que je me mis du coton dans les oreilles. Johansen, Dieu merci, ne savait pas tout, quoiqu'il eût vu la cité et le monstre. Mais moi, je ne goûterai jamais plus un sommeil paisible en songeant aux horreurs embusquées au-delà de notre vie, dans l'espace et le temps, en évoquant ces créatures maudites venues d'antiques planètes, plongées dans le rêve au fond de la mer, connues de certains sectateurs qui leur vouent un culte cauchemardesque et aspirent à les lâcher sur notre globe chaque fois qu'un nouveau tremblement de terre élèvera leur ville cyclopéenne jusqu'à la lumière du soleil. Le voyage de Johansen avait commencé exactement comme il l'avait raconté aux fonctionnaires de l'amirauté.
L'Emma, ayant quitté Auckland sur l'Est le 20 février, avait subi avait subi tout l'impact de cette tempête consécutive au tremblement de terre qui dut arracher aux abîmes marins les abominations dont furent peuplés les rêves des hommes à cette époque. Ces avaries une fois réparées, la goélette faisait bonne route lorsqu'elle fut arraisonnée par l'Alerte le 22 mars. Et je sentis le regret du premier lieutenant dans le passage de son manuscrit relatant le bombardement du naufrage de son navire. Johansen parle avec une horreur manifeste des métis du yacht et de leur culte abominable. Il les décrit sous des traits particulièrement repoussants, considère leur destruction comme un devoir élémentaire et s'étonne ingénument de l'accusation de cruauté portée par la commission d'enquête contre lui-même et ses compagnons. Poussés par la curiosité, Johansen et ses hommes poursuivent leur route à bord du yacht capturé. Bientôt, ils aperçoivent une haute colonne de pierre émergeant au-dessus des flots. Par 47,9 de latitude sud et 120,43 de longitude ouest, ils arrivent à un littoral de boue, de vases et de blocs de maçonnerie cyclopéenne tapissés d'algues, qui ne peuvent être que la substance tangible de la suprême terreur de notre univers, la ville morte de R'lyeh, bâtie des millions d'années avant le début de notre histoire par des immondes créatures géantes sécrétées en de sombres étoiles. C'est là que gisait le grand Cthulhu et ses hordes, au fond de leurs verts caveaux sointants, d'où ils diffusaient enfin, au terme de cycles incalculables, des pensées qui répandaient la peur dans les rêves des hommes sensibles et enjoignaient aux fidèles d'entreprendre un pèlerinage de libération et de restauration. Johansen ne soupçonnait rien de tout cela, mais Dieu sait qu'il le vit bien assez tôt. Je suppose que seule avait dû émerger des eaux la hideuse citadelle couronnée d'un monolithe démesuré où était enseveli le grand Cthulhu. Quand je songe à l'étendue de tout ce qui peut s'embusquer au fond de l'océan, il me prend des envies de me donner la mort sans plus attendre. Johansen et ses hommes éprouvèrent une stupeur effarée devant la majesté cosmique de cette Babylone ruisselante, bâtie par des démons anciens. Ils durent comprendre, instinctivement, qu'elle n'appartenait pas à notre monde, ni à aucune planète sensée. Leur crainte face à l'énormité des blocs de pierre verdâtre, la hauteur vertigineuse du grand monolithe gravé et la ressemblance frappante des statues et des bas-reliefs monumentaux avec l'étrange idole trouvée sur l'Alerte dans son reliquaire, tout cela apparaît de façon poignante, avec son effroi, à chaque ligne de la description. Sans rien connaître du futurisme, Johansen s'en rapproche beaucoup quand il parle de la ville. Au lieu de décrire une construction ou tel bâtiment précis, il privilégie l'impression générale d'angles et de surfaces immenses, trop pour appartenir ou convenir à cette terre, couvert d'hiéroglyphes et d'images impies. Je mentionne ce qu'il dit des angles car cela rappelle un propos de Wilcox au sujet de ses terribles rêves. Le jeune sculpteur disait que la géométrie de sa ville rêvée était anormale, non euclidienne, en ce qu'elle évoquait de détestables sphères et des dimensions étrangères aux nôtres. Or, voilà qu'un matelot inculte avait eu la même impression en contemplant la terrifiante réalité. Johansen et ses hommes débarquèrent sur une pente boueuse de cette monstrueuse acropole et gravirent en glissant des blocs géants couverts de limon qui, certes, n'avaient jamais servi d'escalier à des mortels. Le soleil même semblait déformé à travers les miasmes polarisants qui émanaient de cette perversion sous-marine. Une menace tortueuse attendait, tapie dans ses angles déconcertants, où un second coup d'œil révélait une surface concave alors qu'au premier regard, elle paraissait convexe. Les explorateurs éprouvèrent une crainte indéfinissable avant même d'avoir vu autre chose que du roc, de la vase et des algues. Chacun aurait fui s'il n'avait redouté le mépris des autres, et ce fut à contre-cœur qu'ils se mirent en quête, d'ailleurs en vain, de quelques souvenirs à emporter. Rodriguez, le portugais, grimpa le premier jusqu'à la base du monolithe et cria sa découverte. Les autres le suivirent, contemplant avec curiosité une immense porte décorée du bas-relief familier de la pieuvre. Une grande porte de grange, disait Johansen. Tous comprirent de quoi il s'agissait, à cause du linteau orné, du seuil et des montants de chaque côté, mais il était impossible de savoir si elle reposait à plat comme une trappe, ou en biais, comme la porte extérieure d'une cave. Pour reprendre les termes de Wilcox, la géométrie était anormale. On n'était pas sûr que la mer et le sol fussent horizontaux, de sorte que la position relative de tout le reste semblait fantastiquement variable. Briden pressa la pierre en plusieurs endroits sans résultat. Puis Donovan en palpa délicatement le pourtour en appuyant sur chaque point séparément. Il grimpa interminablement le long de la moulure grotesque, c'est-à-dire ce qu'on appellerait grimper en admettant que l'objet ne fût pas horizontal, et les hommes s'émerveillèrent qu'une porte si vaste pût exister dans l'univers. Enfin, très doucement, très lentement, le haut de l'immense panneau céda vers l'intérieur. Ils comprirent qu'il était en équilibre. Donovan se laissa glisser on ne sait comment le long du montant pour rejoindre ses compagnons,
Puis tous assistèrent au bizarre retrait du monstrueux portail sculpté. Dans ce délire de distorsion prismatique, il se déplaçait anormalement en diagonale, au mépris de toutes les lois de la matière et de la perspective. L'ouverture révéla des ténèbres presque concrètes. Cette obscurité était vraiment une qualité positive, car elle occultait certaines parties des parois intérieures qui auraient dû être visibles. En fait, elle se déversait au dehors comme une fumée après son éternel emprisonnement, assombrissant le soleil à mesure qu'elle montait, sournoise, au battement d'ailes membraneuses d'un ciel soudain rétréci et gibbeux. Les profondeurs fraîchement ouvertes montaient une puanteur intolérable, et bientôt Hawkins, qui avait l'ouïe fine, crut percevoir une espèce d'immonde clapotis. Tous les marins tendirent l'oreille. Ils écoutaient encore lorsque le monstre apparut, lourd et bavant, poussant à tâtons sa gélatineuse énormité verte à travers la noire embrasure dans l'air corrompu de cette cité vénéneuse et démente. Sur ces mots, l'écriture du pauvre Johansen faillit le trahir. Il estime que 2 des 6 hommes qui ne regagnèrent pas le bateau moururent de peur en cet instant maudit. Le monstre était indescriptible. Aucun langage ne saurait rendre de tels chaos de folie immémoriale et hurlante, cette hideuse contradiction de toutes les lois de la matière, de l'énergie et de l'ordre cosmique. Grand Dieu, une montagne se déplaçait lourdement. Peut-on s'étonner qu'à l'autre extrémité de la Terre, un grand architecte fût devenu fou tandis que le malheureux Wilcox battait la campagne au même moment télépathique? L'entité des idoles, verte et visqueuse progéniture des astres, s'éveillait pour réclamer son dû. Les étoiles étaient de nouveau propices, et ce qu'un culte séculaire n'avait pu réussir à dessein, une bande de naïfs matelots avait fait par accident. Après des millions et des millions d'années, le grand Cthulhu était à nouveau lâché, brûlant de satisfaire ses voraces appétits. 3 hommes furent balayés par les pattes flasques avant que personne eût eu le temps de se retourner. Dieu leur donne le repos, s'il y a encore le moindre repos dans l'univers. C'étaient Donovan, Guerrera et Angstrom. Parker glissa tandis que les 3 survivants se précipitaient frénétiquement vers le bateau, par-delà l'étendue sans fin de roches verdies, et Johansen affirme qu'il fut englouti par un angle de maçonnerie qui n'aurait pas dû se trouver là. Un angle aigu, qui s'était comporté comme s'il avait été obtus. Seuls Bryden et Johansen atteignirent le canot, et firent force de rame jusqu'à l'alerte pendant que le monstre descendait pesamment les degrés de pierre gluante, puis hésitait en pataugeant au bord de l'eau. On n'avait pas laissé complètement tomber la pression malgré le départ de tout l'équipage. Quelques secondes de course précipitée entre le gouvernail et la chambre des machines permirent au yacht d'appareiller. Lentement, au milieu des horreurs contre nature de cette scène indescriptible, l'hélice se mit à battre les eaux fatales. Cependant, sur ce rivage de mort qui n'appartenait pas à cette terre, la gigantesque créature venue des étoiles bavait en bafouillant, tel Polyphème maudissant le vaisseau d'Odysseus, en fuite. Puis, plus hardi que le cyclope légendaire, le grand Cthulhu glissa dans les flots pour se lancer à la poursuite, soulevant des vagues au formidable rythme de sa puissance cosmique. Bryden, regardant en arrière, devint fou, saisi d'un rire strident, comme il ne cessa de rire par crise jusqu'à ce que la mort vînt le prendre, une nuit, dans la cabine où Johansen errait en délirant. Mais Johansen, lui, n'abandonna pas la partie. Comprenant que le monstre rattraperait à coup sûr l'alerte avant que la pression eût atteint son maximum, il risqua le tout pour le tout. Lançant les machines à pleine vapeur, il fonça sur le pont comme un éclair et renversa la direction. Il se fit dans les eaux fétides un grand remous écumeux, puis tandis que la pression montait sans cesse, le hardi norvégien mena son navire droit sur son poursuivant gélatineux, qui se dressait au-dessus d'une mousse impure, telle la poupe d'un infernal galion. L'effroyable tête de pieuvre aux tentacules convulsés atteignait presque le beaupré du robuste yacht, mais Johansen chargea sans faiblir. Il y eut une explosion de ballons qui crèvent, un liquide immonde comme si l'on avait fendu un poisson-lune, une puanteur de charniers gorgés de cadavres, et un son que le chroniqueur ne put se résoudre à décrire. Le bateau fut un instant souillé par un âcre et aveuglant nuage verdâtre, puis il ne resta plus qu'un répugnant bouillonnement à l'arrière où, Dieu du ciel, cette entité plastique se recomposait dans sa détestable forme originelle, tandis qu'elle semblait s'éloigner à chaque seconde à mesure que l'alerte augmentant la pression prenait de la vitesse. Ce fut tout. Après cela, Johansen se contenta de méditer sombrement sur l'idole de la cabine, ou de préparer de maigres repas pour lui-même et le fou qui ricanait près de lui. Il n'essayait plus de gouverner depuis sa fuite audacieuse, car la réaction avait brisé quelque chose dans son âme. Vint l'intempête du 2 avril, et les nuages enténébrèrent sa conscience. Reste une impression de tourbillon spectral dans des gouffres liquides infinis, de chevauchées vertigineuses sur une queue de comète parmi des univers vacillants, de plongeons insensés de l'enfer à la lune, pour repartir ensuite de la lune à l'enfer.
Tout cela égayé d'un chœur gloussant de dieux anciens pervertis et hilars, et de lutins verts du Tartare narquois, avec leurs ailes de chauve-souris. Au terme de ce cauchemar vint la délivrance. Le vigilant, le tribunal de l'amirauté, les rues de Dunedin, et le long voyage de retour à la vieille maison près de Legeberg. Il ne pouvait rien dire, on l'aurait cru fou. Il écrirait donc ce qu'il savait avant de mourir, mais sa femme devait tout ignorer. La mort serait un bienfait sans pareil si seulement elle pouvait effacer les souvenirs. Tel était le document que je lus. À présent, je l'ai déposé dans la boîte de fer blanc avec le bas-relief et les notes du professeur Engel. J'y joindrai ce compte-rendu, témoignage de ma propre santé mentale, où est mise en corrélation ce qui, je l'espère, ne le sera plus jamais. J'ai considéré tout ce que l'univers peut renfermer d'horreur, même les ciels printaniers et les fleurs de l'été ne seront jamais que poison pour moi. Je ne pense pas que ma vie soit bien longue. Mon oncle est parti, et le pauvre Johansen, ainsi partirai-je aussi. J'en sais trop, et le culte existe toujours. Toulouse lui aussi vit encore, je suppose, dans ce gouffre de pierre qu'il abrite depuis le temps où le soleil était jeune. Sa cité maudite est engloutie une fois de plus. Le vigilant est passé sur les lieux mêmes après la tempête d'avril. Mais ses ministres sur terre continuent à mugir, à caracoler et à tuer dans les lieux solitaires autour des monolithes couronnés de son image. Il a dû être piégé par le naufrage alors qu'il se trouvait dans sa noire citadelle, sinon alors qu'il est, le monde entier hurlerait de terreur. Qui peut prévoir la fin? Ce qui a surgi peut disparaître, et ce qui a sombré peut surgir à nouveau. L'abjection attend son heure en rêvant au fond de la mer, et la mort plane sur les cités chancelantes des hommes. Un jour viendra, mais non, je ne dois, ni ne puis y penser. Si je ne survis pas à ce manuscrit, fasse le ciel que mes exécuteurs testamentaires, préférant la prudence à l'audace, s'assurent qu'il ne tombera pas sous d'autres yeux. Et c'est la fin de l'appel de Cthulhu. Ça sera donc la fin du live de ce soir. Et nous passons à l'outro. Les amis, je suis plus que heureux. Je suis extase, je suis nirvana de la lecture de ce soir. C'était trop bien. C'était trop bien. J'espère que la lecture vous aura plu. Enfin, je veux dire, j'espère que l'histoire vous aura plu. La lecture, si elle vous a plu, bah c'est un plus, tant mieux. Mais j'espère en tout cas que ça aura été agréable pour vous, pardon. Personnellement, bah, j'en ai déjà tellement dit dans les deux premières pauses que je vais pas rajouter et pas me répéter. Mais je trouve ça juste incroyable. Je trouve ça trop bien. Euh, pour moi, c'est vraiment la meilleure nouvelle de Lovecraft que j'ai lue à l'heure actuelle. Donc je suis juste super content. Fireblist qui nous rejoint, merci d'être là Fireblist, bienvenue. C'est la première fois que je te croise il me semble. Eh bien bienvenue à toi, ça fait plaisir d'accueillir des nouveaux. Et du coup, non, c'est déjà fini, j'allais m'enfuir et je n'ai pas pu profiter de tout. Damn. Merci d'avoir partagé en tout cas, j'irai sur les rediffs. Ah bah c'est super gentil Fireblist. J'ai commencé le live à 21h. Et c'est vrai que bah, du coup là on va arriver à 2 heures de live. Et c'est vrai qu'en général mes lives font entre 1h30 et 2h30. Donc en général quand j'arrive à 2 heures je commence à avoir la voix qui fatigue un petit peu. Donc c'est pour ça que je vais m'arrêter là Fireblist. Et en plus, d'habitude je lis des romans. Là on est sur un format un peu particulier puisque ce sont des nouvelles. Ce qui fait que je peux pas enchaîner une nouvelle tout de suite parce que si j'enchaînais une nouvelle à nouveau, et bah on serait reparti pour 2 heures. Donc je tiendrai pas le coup et ça fera un live bien trop long. Euh, Alors, j'étais en live de 21h30 à 22h30 et je sais ce que c'est de lire en live. Ah, tu fais des lives de lecture aussi? Ok, Fireblist, bah pas de souci. Pas de souci, pas de souci. N'hésite pas à me contacter en privé parce que du coup ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Et du coup, bah encore une fois, merci de ta présence. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller jeter un œil à la chaîne YouTube, etc. J'ai mis toutes les rediffusions dans des playlists. Il y a des timecodes dans les descriptions de vidéos qui te permettent d'aller directement au moment de lecture. Enfin voilà.
Normalement, tout est réglé, tout est fait de façon à ce que ce soit simple et facile de naviguer dans les lectures. Et du coup, bah, bonne écoute à toi si tu vas lire les, enfin, si tu vas écouter les rediffusions, ça fait plaisir. Bah écoutez les amis, on va se quitter, hein. Je vais pas faire une outro où je vais répéter l'intro, hein, ce serait un peu dommage. Je ne sais pas si Chassoad est encore parmi nous. J'espère que ça t'aura plu, Chat, parce que je sais que c'est un texte et un auteur qui te plaisent particulièrement. Donc j'espère que ça t'aura bien plu, et que ça t'aura bien fait kiffer, autant que moi ça ne m'a fait kiffer. J'espère que vous aurez tous kiffé. J'avais dit que on lirait l'appel de Cthulhu ensemble. Voilà qui est fait. Et donc du coup, la prochaine fois, on enchaînera avec Par-delà le mur du sommeil, qui est une nouvelle assez courte. Du coup, je pense que la prochaine fois, ça sera justement ce fameux live où on lira deux nouvelles à la suite. Donc on lira très certainement Par-delà le mur du sommeil et La tourbière hantée dans une semaine environ, parce que là, pendant une semaine, je vais être indisponible. Donc voilà, voilà. Pour ceux que ça intéresse, la rediffusion, bon, c'est un peu bizarre du coup à dire parce que je vais être en rediffusion sur YouTube, bref. La rediffusion de ce live sera disponible le mercredi 8. Non, le jeudi, pardon. Ça sera disponible le jeudi 8 à je sais pas quelle heure, mais dans l'après-midi sûrement. Enfin voilà. Donc 8 février 2018 déjà. Et, euh, et donc ouais, la règle pour les rediffusions, je leur dis au cas où vous ne le sauriez pas, c'est tout simplement si j'ai bien lu le partenariat entre guillemets avec Twitch, grosso modo, ils ont l'exclu sur les lives pendant un jour, pendant 24 heures. Donc du coup voilà, maintenant c'est pour ça que les rediffusions, je les mets 2 jours après le live. Voilà, voilà. Bah écoutez, franchement, je sais que je dis ça à toutes les lectures, donc du coup ça perd un peu de son intensité, je le conçois. Mais franchement, je trouve l'un des meilleurs lives qu'on ait fait sur cette chaîne. Je suis super. Enfin, en tout cas, l'une des meilleures lectures, disons. L'histoire était vraiment cool. J'ai vraiment apprécié ce soir. J'aurais encore plein de choses à vous dire sur le style, la manière d'écrire de Lovecraft, etc. Parce que, en fait, à force justement de le lire autant, je commence vraiment à identifier ce qui fait son style et sa patte. Mais je vous en ai déjà beaucoup dit dans les pauses. Donc j'en garde un peu sous le pied et on en rediscutera lors des prochains lives sur Lovecraft, puisqu'il y en aura de toute manière encore 4. Donc voilà, on aura le temps d'un peu s'épancher là-dessus. Sur ce, c'en est terminé pour aujourd'hui. Je vous montre une dernière fois. Hop, dans les jours à venir, je vais très certainement continuer à publier des poèmes. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, sur Twitter, sur Wattpad pour être mis au courant de tout ça, de toutes mes actualités à vrai dire. Ou bien d'aller checker un œil sur mon site web. Tous les liens sont disponibles sous Twitch ou dans la description sur YouTube. Je pense avoir fait le tour. On se retrouve dans une semaine et je pense faire un live soit mardi 13, soit mardi 13, soit mercredi, jeudi, enfin voilà. Courant de semaine prochaine. À la prochaine, bonne soirée à tous. Merci d'avoir été là, merci à tous ceux qui sont passés, Chassoad, Agi, Neiris, Fireblist, il y en a eu encore d'autres, The Devilman. Enfin voilà. Merci à vous tous, vous avez été nombreux ce soir, ça fait plaisir. Bonne soirée, bonne nuit, et à la prochaine pour la prochaine lecture. Bye bye.